Bon, ben, bienvenue à tous pour cette édition des 5 à 7 de Éco-Construction qui va traiter ce soir de la qualité de l'air intérieur. Donc, nous avons avec nous Amélie Planel de l'ARS, Agence régionale de la santé, et Claire-Sophie Quedevez de Medieco. Donc nous allons laisser la parole à Amélie qui va nous faire sa présentation. Alors je tiens d'abord à parler un petit peu des 5 à 7. Donc nous sommes 8 structures différentes qui en partenariat faisons 4 éditions par an. Voilà. Bonne soirée, bonne édition à vous. Bonjour, je suis donc Amélie Planel, je suis ingénieure à l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc voilà, je vais vous faire un petit point sur la qualité de l'air intérieur, notamment en vous parlant des polluants et des effets des effets sanitaires, des enjeux sanitaires, et puis un point sur la partie réglementation et évolution réglementaire. Donc au niveau des... Alors, première petite chose, une petite définition, voilà, l'air intérieur, c'est l'air qu'on respire dans les bâtiments par opposition avec l'air extérieur. Cet air va être sous influence de différentes choses, des bâtiments, donc au niveau de la conception, de la ventilation, des matériaux, de l'ameublement, mais aussi sous influence de l'environnement, dont notamment l'air extérieur, et des occupants avec leurs activités et loisirs. Selon l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'air est de qualité acceptable s'il ne contient aucun polluant connu à des concentrations dangereuses et si une majorité des occupants n'exprime pas une insatisfaction ou des malaises durant les périodes d'occupation. Donc voilà, c'est pour vous dresser les choses. Au niveau des polluants, pardon. Alors, voilà, il y a différents types de polluants. Il y a les polluants chimiques. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler parce que, voilà, vous les avez déjà en visuel. Il y a les polluants donc, chimiques, des polluants physiques et des polluants biologiques. Et ces différents polluants vont avoir différents effets selon les expositions. Alors, on va avoir des effets à court terme, des effets immédiats, souvent liés à des expositions à forte dose, mais pas toujours. Et donc, on aura des réactions sur des actions sur la santé, donc des réactions aux mauvaises odeurs, des irritations des différentes muqueuses, nez, bouche, mais aussi de la peau. On va avoir des difficultés de concentration, je pense notamment au CO2. On va avoir des réactions allergiques, asthme, troubles respiratoires, mais on peut aussi avoir des nausées, bon, et la toux faisant aussi partie des réactions allergiques. Ces polluants, pour certains, peuvent aussi avoir ce qu'on appelle des effets à long terme, donc plutôt liés à des expositions répétées, même à faible dose. Donc on va avoir l'apparition ou de l'accentuation de certaines maladies chroniques, des hypersensibilités bronchiques, des allergies respiratoires, mais aussi de l'asthme chronique ou sévère, des insuffisances respiratoires. Et puis ces polluants peuvent avoir des effets neurotoxiques, hépatiques, mais aussi cancérogènes ou mutagènes. Juste un petit chiffre par rapport aux allergies qui provient de l'association Asthme et Allergies. Donc voilà, vous le voyez sur le graphe, en 1970, on avait 2 à 3% de la population qui était allergique. Et on a estimé qu'en 2050, on aurait 50% de la population qui développerait des allergies. Donc l'exposition aux polluants, notamment de l'air intérieur, a un effet potentialisation sur les allergies respiratoires. Les effets sur la santé sont aussi personnes dépendantes. On sait qu'il y a des personnes particulièrement sensibles, dont les enfants, les femmes enceintes, mais aussi les personnes âgées et des personnes atteintes de certaines maladies. Je ne les décris pas toutes, mais voilà, vous les avez en visuel. Je vais du coup aborder la partie surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP. Alors d'abord, qui est concerné et à quelle échéance? Voilà, les premiers établissements à être concernés par la réglementation, c'était les établissements collectifs d'accueil d'enfants de moins de 6 ans.
les écoles maternelles et écoles élémentaires, avec une application en janvier 2018. Et puis, petit à petit, on avance dans le temps, on passe, les centres de loisirs et établissements d'enseignement secondaire ont été concernés par la réglementation, et prochainement, les autres établissements, établissements sociaux, médico-sociaux, mais aussi les piscines, couvercles, les établissements pénitentiaires pour mineurs. La réglementation avec le PNSE 4 et c'est difficile de dire grâce quand même, mais avec la crise Covid, ça a provoqué un retour d'expérience par rapport au dispositif actuel. On a remis en question le dispositif actuel de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Alors, vous le voyez sur la partie dispositif réglementaire actuel, c'était une surveillance qui était à faire tous les 7 ans, avec en premier temps une évaluation des moyens d'aération, et en deuxième temps, soit une campagne de mesure de polluants, soit un plan d'action. Je vais choisir entre les deux. Le retour d'expérience, c'est que les autodiagnostics représentent un très grand intérêt parce qu'ils vont rendre les collectivités vraiment actives de la qualité de l'air intérieur. On s'est rendu compte que la périodicité de 7 ans n'était pas adaptée et qu'il fallait du coup revoir un petit peu cette périodicité. Et qu'il semble aussi très important d'évaluer la qualité de l'air intérieur à différents moments de la vie du bâtiment, à des moments clés. Donc le nouveau dispositif réglementaire va changer un peu les choses. Il y aura toujours une évaluation des moyens d'aération, mais cette évaluation se fera tous les ans. Et ça va inclure la mesure en lecture directe de la concentration en CO2 dans l'air intérieur. Il y aura un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur au moins tous les 4 ans, donc plus tous les 7 ans. Et, la différence avec avant, une campagne de mesure des polluants réglementaires à chaque étape clé de la vie du bâtiment. Alors, les étapes clés, je ne vais pas vous les décrire. Il y aura bien évidemment un arrêté qui va préciser toutes les choses, voilà, notamment sur les différentes étapes clés. Qu'est-ce qu'on considère comme une étape clé dans la vie du bâtiment ? Et il y aura toujours le plan d'action qui prendra bien évidemment en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesure. Donc tout ça pour un objectif d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Alors, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. Je vais juste insister sur la partie plan d'action. C'est des actions globales au niveau de la collectivité, mais des actions et aussi des actions ciblées au niveau du bâtiment. C'est bien ces deux pans qui sont touchés par le plan d'action. Peut-être juste aussi sur les entrées en vigueur, 2023 pour les ERP qui sont déjà concernés, et puis 2025 pour les suivants. Et bien évidemment, il y aura des kits et des guides d'accompagnement sur ces points-là. Alors, peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, même si je ne vais pas forcément tout redétailler, sur l'évaluation des moyens d'aération. Donc, prochainement, alors là, les diapos, c'est sur la réglementation actuelle. Je vais vous glisser dans la conversation, enfin dans mes échanges, ce qui peut changer. Donc, l'évaluation des moyens d'aération va devenir annuelle. Par qui? Donc ça reste, voilà, ça peut être fait en interne par les services techniques, ça peut être fait par des organismes accrédités COFRAC, des bureaux d'études, voilà. Ou normalement dans les salles d'enseignement, les salles d'activité ou de vie. Par contre, tout ce qui est logement de fonction, local technique et bureau ne sont pas concernés. Donc ça aussi, il y aura vraiment des textes, des arrêtés qui vont redétailler chacune de ces étapes qui seront apparaître. Bien évidemment, ça se fait aussi sur un échantillonnage. Donc s'il y a moins de 6 pièces dans tout le bâtiment, c'est toutes les pièces qui sont contrôlées. Mais s'il y en a plus, on passe à 50% avec un maximum de 20 pièces à contrôler. Voilà, ça se fait par un contrôle visuel des différents moyens d'aération. Et puis bien évidemment, on remet un rapport au propriétaire et on informe le directeur, le chef d'établissement et les personnes qui vont fréquenter l'établissement. Sur la partie campagne de mesure, donc là, ça sera plus... Enfin, maintenant, en ce moment, c'est ou campagne de mesure ou plan d'action. Ça sera donc campagne de mesure et plan d'action. Et les campagnes de mesure seront à faire à chaque étape clé de la vie du bâtiment. Je réinsiste.
Donc là, par contre, ça sera par un organisme accrédité COFRAC. Où est-ce qu'on fera ces mesures? C'est comme pour l'évaluation des moyens d'aération. Par contre, pas dans les salles d'activité de sciences chimiques, biologiques, ou les locaux dédiés à la pratique d'activités sportives. Quels polluants seront concernés? Le formaldéhyde, le benzène, le CO2 et, dans certaines conditions, le tétrachloroéthylène. Donc pareil, ça se fera par un échantillonnage. Et là aussi, bien évidemment, la remise d'un rapport au propriétaire et puis d'information des personnes qui occupent le bâtiment. Et s'il y a des dépassements des mesures, il y a une information systématique du préfet. Sur le plan d'action, donc comment et par qui? Alors d'abord, ça se fait à l'aide de grilles d'autodiagnostic fait par le personnel de l'établissement. Et donc c'est pour ça que c'est très important, parce que ça implique la collectivité, les personnes présentes. Donc on insiste sur cet intérêt que l'établissement soit impliqué dans cet autodiagnostic qui permettra d'établir le plan d'action. L'objectif du plan d'action, c'est d'identifier et réduire les sources de polluants, bien évidemment, d'entretenir les systèmes de ventilation, les moyens d'aération, et de diminuer l'exposition aux polluants résultant des travaux ou des activités de nettoyage. Là aussi, communication sur le plan d'action, on va afficher les conclusions et on va informer les occupants. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans les différents polluants, mais il y a également, dans les polluants, il y a également le radon. Donc un petit point un peu spécifique, parce que la surveillance n'est pas dans les mêmes textes. Donc un petit point spécifique sur la surveillance du radon. Alors, pour rappel, le territoire français a été réparti en 3 zones sur la problématique radon. La réglementation a établi un seuil de référence fixé à 300 becquerels par mètre cube. Donc, quels sont les ERP, les établissements recevant du public, qui sont concernés par la surveillance du radon? C'est un petit peu les mêmes que la qualité de l'air intérieur. C'est les établissements d'enseignement, d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, avec hébergement. Et puis les établissements thermaux pénitentiaires. Donc, ne sont concernés dans ces établissements que ceux qui se trouvent en zone 3. C'est la zone à potentiel radon élevé. Ceux qui sont en zone 1 et 2 et qui avaient fait précédemment des mesures, puisque avant c'était un découpage par département. Donc ceux qui ont fait l'objet de mesures précédentes, ils continuent et ils sont encore soumis à la surveillance quand les mesures étaient supérieures à 300 becquerels par mètre cube. Là, les mesures sont à faire tous les 10 ans, sauf si, là aussi, on fait des travaux modifiant la ventilation, l'étanchéité. Et puis, elles ne seront plus à faire, ces mesures, si on a 2 résultats consécutifs qui sont inférieurs à 100 becquerels par mètre cube. Qui est-ce qui fait ces mesures? C'est l'IRSN ou des organismes agréés par l'ASN. Et alors, je ne vais pas vous détailler toute la méthode, il y a une norme spécifique pour ces mesures, mais voilà, pour information, ça se fait pendant 2 mois, on va poser des capteurs, pendant la période de chauffe et en période d'occupation normale des locaux. Et puis derrière, il y a les mesures de gestion. Donc pour les bâtiments compris, où des mesures seraient comprises entre 300 et 1000 becquerels par mètre cube, il y a des actions correctives simples. C'est entre autres vérifier la ventilation et aérer les bâtiments, mais aussi limiter les remontées de radon et améliorer l'aération naturelle des sous-bassements. Et puis on fait de nouvelles mesures pour vérifier que ces mesures de gestion ont été adaptées, ont permis de descendre le seuil de radon. Et puis par contre, si on a des mesures qui sont supérieures à 1000 becquerels par mètre cube, on va informer le préfet et puis réaliser une expertise pour identifier les causes de présence du radon et faire des travaux d'amélioration. Une fois que ces travaux d'amélioration auront été exécutés, il y a de nouvelles mesures pour là aussi s'assurer que les travaux ont amélioré les choses. Et comme pour la qualité de l'air intérieur, il y a des rapports de mesurage qui sont bien évidemment à conserver et à afficher, à informer les occupants des locaux. Voilà, je vous remercie. D'abord, je vais me présenter et présenter la structure. Donc, moi, je dirige un bureau d'études qui est situé juste en banlieue lyonnaise. On est situé à Saint-Priest. Bureau d'études spécialisé sur les thématiques de santé dans le bâtiment. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner l'ensemble
des acteurs de la construction à prendre en compte la santé des futurs occupants. Et dans cette santé, donc on a plein de thématiques sur la santé des gens. On va surtout, historiquement, on s'intéresse beaucoup à la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Donc on est situé à côté de Lyon. Sur nos métiers, alors historiquement, en fait, Medieco, comment est-ce qu'on est arrivé à travailler sur les thématiques de santé? Medieco a été créé par un médecin, Suzanne Deshoucks, qui a créé la structure en 1986. Donc vous imaginez que ça fait longtemps qu'on parle de santé dans le bâtiment. Moi, je suis arrivée un petit peu après. Il a fallu du temps pour parler de ces thématiques dans le secteur du bâtiment. On a beaucoup été concentré aujourd'hui et depuis quelques années sur les préoccupations énergétiques. C'est toujours vrai, mais on se rend compte aussi qu'à vouloir parfois mener la performance énergétique des bâtiments très loin, on arrive à des situations où finalement le bâtiment consomme peut-être pas beaucoup, mais les gens à l'intérieur ne sont pas forcément bien. Pas forcément bien, alors on entend souvent les retours d'expérience sur les bâtiments performants par rapport au confort thermique. Vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va faire une enveloppe étanche du bâtiment, comme on parle souvent de bâtiment thermos, forcément, ça veut dire que le renouvellement d'air va devenir très très important pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur. Donc c'est le constat qu'avait fait Suzanne. Et donc elle a créé Medieco pour essayer justement d'accompagner le secteur du bâtiment à mieux prendre en compte cette thématique de la qualité de l'air intérieur. Donc elle a rédigé un certain nombre d'ouvrages et donc régulièrement, si vous allez sur notre site internet, on met tous les guides et les ouvrages auxquels on participe sur le sujet de la santé et notamment de la qualité de l'air intérieur. Et puis je vais vous présenter un peu les missions pour voir comment on intervient auprès des professionnels. Donc tout ce que je vais vous présenter ce soir, c'est beaucoup issu de retours d'expérience, parce que Medieco, on va dire que 50% de notre activité, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre. Donc on accompagne les projets, que ce soit du public, du privé. On travaille sur toutes les typologies de bâtiments. Donc effectivement, on a parlé par rapport à la réglementation des bâtiments accueillant des enfants. On travaille également sur le logement, qui lui n'est pas concerné par la réglementation, sur les bâtiments de bureaux, et puis sur tous les bâtiments dans lesquels il pourrait y avoir une problématique de qualité de l'air. Toute cette partie, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre, sur la partie qualité de l'air intérieur, elle nous a amené à développer des compétences sur déjà la mesure de la qualité de l'air intérieur, parce que forcément, dès qu'on parle d'air, dès qu'on parle de polluants, tout le monde veut des chiffres et veut savoir ce qu'on respire. Donc il y a toute cette partie mesure, et on en parlera à la fin. Dans la mesure, il y a la mesure pour contrôler ce qu'on a fait sur un projet de construction ou de rénovation, et puis il y a la mesure qu'on peut faire pendant l'exploitation d'un bâtiment. Et là, vous voyez aujourd'hui apparaître beaucoup de petites stations de mesure qui vous donnent directement sur vos portables la qualité de l'air que vous respirez. Donc on a vraiment deux types de mesures qui vont avoir des objectifs différents. Et ces mesures, on s'en sert aussi dans le cadre d'audits sanitaires, c'est-à-dire des bâtiments dans lesquels plusieurs personnes présentent des symptômes, souvent des symptômes non spécifiques, comme on parlait de maux de tête, de fatigue récurrente. Ça peut être lié à la qualité de l'air, ça peut être lié à autre chose. Mais quand on a plusieurs personnes dans un même bâtiment qui présentent ces symptômes, nous, notre rôle, c'est essayer de savoir d'où est-ce que ça vient. Et donc, on fait des prélèvements de matériaux, on fait des prélèvements dans l'air, on essaye de voir s'il y a un lien entre tout ça et un lien avec les symptômes. Derrière, sur la partie qualité de l'air intérieur, alors, je suis désolée parce que... Moi, vous verrez, je ne sais pas si le diapo est diffusable, mais c'est très coloré, c'est très joli, le diapo. Vous ne voyez peut-être pas bien, mais on a toute une partie de nos missions où on accompagne plutôt les industriels, pour le coup, sur la caractérisation sanitaire de leurs produits ou de leurs équipements. C'est-à-dire que... De toute façon, dans les solutions pour la qualité de l'air, forcément, on va parler de produits de construction. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre de quoi est composé un produit, comment est-ce qu'il peut émettre des polluants dans l'air intérieur, et donc comment est-ce qu'on peut améliorer ça, comment est-ce qu'on évalue ça. Et on a aussi beaucoup travaillé sur tous les systèmes de ventilation, que ce soit dans les projets de construction neuve, et j'aurai quelques nouvelles solutions justement à vous présenter, mais aussi des systèmes de ventilation dans des projets de réhabilitation. Voilà. Et puis, pour caractériser Medieco, on a aussi toute une partie de projets innovants. Alors, je vous en parle, enfin, projet R&D, peu importe comment on les appelle. En fait, ce sont des appels à projets qui ont été financés par l'ADEME. Et du coup, comme on est encore sur... la différence vraiment avec la partie énergétique, c'est que la qualité de l'air,
alors je vais me contredire parce qu'on a présenté la réglementation, mais j'allais dire elle n'est pas réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans vos projets. Aujourd'hui, il y a une obligation sur le contrôle une fois que le bâtiment est existant, mais par contre, pas d'obligation de la prendre en compte. Donc, ce qui veut dire que il n'y a pas beaucoup de projets aujourd'hui qui la prennent en compte, et donc il y a aussi besoin pour les professionnels de développer des outils pour mieux intégrer cette thématique à toutes les phases d'un projet. Et donc, pour développer ces outils, on répond à des appels à projets de l'ADEME qui nous donnent des financements pour travailler sur des problématiques un peu plus spécifiques. Je vous en parle parce que ce sont des projets comme c'est financé par l'ADEME, c'est public. Du coup, tous les livrables sont téléchargeables sur le site de l'ADEME. Et il y a certainement, je ne connais pas tous vos métiers, mais des choses qui pourraient vous intéresser, notamment sur la partie qualité de l'air, impact de la rénovation énergétique sur la qualité de l'air intérieur. On a 2 projets actuellement. Enfin, on a fini le projet PerfinMind. PerfinMind, c'est un projet qui essayait d'évaluer la qualité de l'air, l'impact de la rénovation énergétique en maison individuelle l'impact de la rénovation énergétique sur la qualité de l'air intérieur en maison individuelle. On a instrumenté en qualité de l'air intérieur 40 maisons en France pour voir un peu l'impact, et justement on voit qu'il y a un lien très fort entre système de ventilation et radon, concentration en radon après réhabilitation. Donc il y a des résultats intéressants et du coup tous les livrables sont disponibles. Et puis Profil, c'est un projet qui est en cours. Je vais me permettre de faire un petit appel. Profil, c'est un projet qui mesure avant et après réhabilitation la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Et si vous travaillez sur un projet d'école ou un bâtiment de bureau qui va subir une rénovation, les campagnes de mesure, elles sont prises en charge, et donc on vient dans ces bâtiments, on mesure avant, on mesure après travaux pour justement faire avancer la recherche et les bonnes pratiques. Sur les projets plutôt ventilation, donc on a travaillé sur le projet Via Qualité, et donc je vous ferai aussi un retour sur la performance de la ventilation. Donc là on est en maison individuelle, mais bon globalement on va dire dans le logement, sur les chiffres. Donc il y a quand même des chiffres sur les mauvaises pratiques de mise en œuvre des systèmes de ventilation. VNAT, c'est un projet qui a travaillé sur la ventilation naturelle hybride. Donc, quand on est sur du logement collectif en réhabilitation, comme c'est de la ventilation naturelle, on ne peut pas mesurer les débits aussi facilement que quand on est sur un système de ventilation simple flux. Du coup, VNAT, c'était se poser la question comment, avec des indicateurs de qualité de l'air, on pouvait vérifier et en tout cas attester de la performance du renouvellement d'air de ces systèmes. Voilà. Écrin, vous avez plusieurs webinaires là, qui vont être mis en place, et notamment Ville et Aménagement Durable va faire un webinaire la semaine prochaine sur Écrin. Écrin, c'est une démarche d'amélioration de la qualité de l'air intérieur qui a été développée par l'ADEME au niveau national. Et donc, c'est pas un label, c'est pas une certification, même si ça ressemble dans le concept. Donc c'est vraiment une démarche, plutôt une démarche qualité qui donne tout un tas. Donc on a 80 exigences de qualité de l'air intérieur pour améliorer la qualité de l'air intérieur sur l'ensemble des projets, en neuf et en rénovation. Ça, je vous en parlerai aussi tout à l'heure, enfin pas directement d'Airbat, mais quand on intervient dans des bâtiments dans lesquels il y a eu des problèmes et qu'on essaye de chercher d'où est-ce que ça peut venir, on s'est rendu compte que finalement, la phase chantier, elle a un rôle très très important pour la qualité de l'air intérieur du futur bâtiment. On s'est beaucoup concentré sur la partie prescription. Quand on est en phase conception, on est sur la prescription, le choix des produits de construction, le choix des équipements. C'est une chose importante, certes, mais encore faut-il qu'après, ce soit bien mis en œuvre sur le chantier. Et on s'aperçoit que les conditions de mise en œuvre sur le chantier, elles sont ultra importantes pour la qualité de l'air du futur bâtiment. Et donc, vous verrez, j'insisterai un peu sur la phase chantier, sur les bonnes pratiques pour la qualité de l'air en phase chantier. Voilà, et puis Détox, c'est sur la surventilation à réception. On s'est interrogé sur quelles sont les bonnes pratiques quand on livre un bâtiment et que les gens vont arriver dans ce bâtiment. Quand on dit qu'il faut renouveler l'air avant que les gens arrivent, oui, il faut renouveler l'air, mais quelle quantité, combien de temps? Et finalement, est-ce que c'est efficace de renouveler cet air? Et donc, Détox est un projet qui s'est intéressé à ça. Donc, si vous avez des questions sur ces projets ou que vous voulez de l'information, n'hésitez pas. Sur le site de Medieco, sur le site de l'ADEME, vous avez pas mal d'infos. Voilà, donc sur notre sujet, donc je vais passer assez rapidement sur cette partie d'introduction parce que finalement, alors c'est des chiffres un peu différents peut-être que ce que vous avez donné. Sur les enjeux sanitaires de la qualité de l'air,
Bon, du coup, l'air, c'est vrai que pendant longtemps, on s'en est pas préoccupé. Non pas que les gens, qu'il n'y avait pas un intérêt qui était présenté pour la qualité de l'air, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'on parle souvent de rendre visible l'invisible. L'air, c'est pas palpable, c'est pas quelque chose qu'on voit. Et puis, à la différence d'autres fonctions dans notre organisme, c'est que l'air, c'est vraiment une fonction autonome. Vous faites pas le geste de respirer 100% de votre temps, et pourtant 100% de votre temps, vous respirez. Si on compare à l'alimentation ou au fait de boire de l'eau, vous faites ce geste. L'air, c'est une fonction qui est complètement autonome et pourtant vous respirez 100% de votre temps, donc c'est vraiment le besoin humain le plus vital. Et 100% de votre temps, vous respirez, sur ces 100%, 80% de votre temps, vous respirez à l'intérieur de bâtiments. Alors à l'intérieur de bâtiments, que ce soit dans les lieux accueillant les enfants, pour les enfants qui vont à l'école, dans le logement, dans les bâtiments de bureaux. On parle aussi des transports, parce qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur dans les transports. Et donc, ça veut dire que 80% de votre temps, vous avez tout l'environnement qui nous entoure, qui rentre à l'intérieur de l'organisme. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que le poumon, justement, qui va être la zone d'échange entre l'air et notre corps, le poumon, c'est la plus grande zone d'échange, la plus grande zone d'échange de notre corps. Si on étalait, vous avez votre poumon. Tout au bout du poumon, vous avez les alvéoles pulmonaires. Ce sont des petits sacs. Autour de ces petits sacs, vous avez le sang qui vient prendre l'oxygène. Et donc, en même temps qu'il prend l'oxygène, il prend tous les autres polluants qu'on a pu inhaler. Et ces petits sacs, si on les étalait, ça nous fait une surface d'échange de 75 mètres carrés. Donc on fait très attention à ce qu'on met sur notre peau, mais en gros notre peau c'est 1,5 à 2 mètres carrés de surface d'échange. C'est pour vous dire à quel point l'air qu'on inhale a vraiment un rôle important sur notre organisme. En moyenne, on inhale, en fonction des adultes, entre 12 000 et 15 000 litres d'air. Donc ça fait quand même des quantités qui sont assez importantes. Et pour compléter sur les chiffres qui ont déjà été donnés, on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 4 millions de la population qui est asthmatique. On était encore à 3,5 millions il y a quelques temps, donc 4 millions de la population asthmatique, 30% de la population allergique, et on estime aussi que ce chiffre va encore beaucoup augmenter dans les années à venir. Alors bien sûr, tout n'est pas lié à l'air intérieur, mais ça peut y participer. Alors, quand on veut avoir un peu des chiffres sur la qualité de l'air, si on veut se rendre compte finalement de quels sont, on parle de polluants, mais quelles sont les concentrations qu'on respire dans le bâtiment, on a quelques organismes qui font référence, et notamment l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a déjà été, qu'on appelle l'OQAI, qui a déjà été cité précédemment. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, son rôle, c'est de faire des états des lieux de la qualité de l'air dans différentes typologies de bâtiments. Ce que vous avez derrière moi, c'est la synthèse de la campagne nationale logement qui a été faite. Alors, elle est un petit peu ancienne, mais nos logements n'ont pas beaucoup changé. Elle a été faite entre 2003 et 2005. Ils ont mesuré un peu plus de 500 logements, 567 logements. Ils ont mesuré différents types de polluants qu'on retrouve. Alors, je veux dire qu'on vous retrouve à l'intérieur. Vous allez voir que c'est assez net. Qu'on retrouve à l'intérieur, pourquoi ? Vous voyez déjà, d'un point de vue concentration, alors c'est des concentrations moyennes. Vous voyez que globalement, on a quand même des concentrations intérieures plus importantes que celles de l'extérieur. Et vous voyez au niveau du petit 2, là, cette zone-là, on n'a pas de polluants à l'extérieur. On n'a pas de concentration, ce qui veut bien dire qu'on a quand même des sources spécifiques à nos environnements intérieurs. Et c'est ça qui est compliqué en qualité de l'air intérieur, c'est qu'on a des sources spécifiques de nos environnements intérieurs, donc il faut les évacuer. Mais quand on évacue, on a aussi des sources de pollution qui viennent de l'extérieur. Donc tout l'enjeu en fait en qualité de l'air intérieur, c'est essayer d'évacuer ce qu'il y a à l'intérieur, tout en essayant de faire rentrer de l'air neuf. Du coup, quand on voit ces graphiques-là, donc oui, effectivement, la conclusion, c'est de se dire que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et puis, vous avez surtout cette grande barre là que vous voyez. Cette grande barre, alors en concentration tout à fait raisonnable, parce que c'est moyenné. Cette grande barre, c'est un peu notre star des polluants, c'est le formaldéhyde. C'est celui, dès qu'on parle de qualité de l'air, que tout le monde connaît. Le formaldéhyde, c'est un polluant qu'ils ont retrouvé en tout cas dans 100% des logements, parce que c'est un polluant qui est très volatile, en fait, qui va dégazer très vite des produits, qui est surtout un irritant des voies respiratoires. Et c'est vrai que ce polluant, présent dans 100% des logements, vous voyez que par rapport à la réglementation, c'est surtout lui qui a fait l'objet de concentration à respecter à l'intérieur des bâtiments. Je ne vais pas vous détailler tous les polluants, mais bon, globalement, on va peut-être en reparler avec l'étiquetage. Ce sont que des polluants qu'on retrouve émis par des produits de construction. Alors, je vais vous reparler des sources, mais un peu différemment, parce que vous allez voir que la façon dont on présente les sources de pollution de l'air intérieur, c'est exactement le schéma de prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans un projet de construction.
Je m'explique. Première source de pollution, aujourd'hui, quand on parle de qualité de l'air intérieur, c'est vrai que souvent, on a tendance à penser aux sources de pollution intérieure qu'on voit, les revêtements, les différentes activités. Avant de penser à l'intérieur des bâtiments, dans les premières sources de pollution de nos environnements intérieurs, on a d'abord tout ce qui vient de l'extérieur. Et comme on est à Lyon, comme on est dans une grande ville, forcément, on est sur des zones où l'air extérieur est quand même pas fortement dégradé, mais un peu dégradé. Et voire à certaines zones fortement dégradées. Donc dans les principaux polluants de l'air intérieur, on a d'abord tout ce qui vient de l'extérieur. Donc tout là-haut, vous avez tout ce qui vient de l'air extérieur. Donc on va avoir toutes les particules fines qui viennent notamment du trafic automobile. On va avoir des polluants comme en ce moment celui qui fait beaucoup l'objet de réflexion, c'est le dioxyde d'azote qui vient aussi du trafic automobile. On va avoir tout ce vous voyez, c'est une petite usine en haut à droite. Tous les polluants qui viennent de sites industriels. Et puis, gros sujet aussi aujourd'hui, parce qu'on dit que vivre en ville, finalement, c'est pas bon, mais vivre à la campagne, vous avez aussi toute la problématique des pesticides, qui sont aussi finalement des molécules qu'on va retrouver dans l'air et qui peuvent être transférées dans nos environnements intérieurs. Deuxième source extérieure, comme on en a parlé, il y a le radon. Alors en même temps qu'on parle du radon, on peut mettre tout ce qui vient du sol finalement, quand on construit sur d'anciens sites et sols pollués. Donc effectivement, il y a tous les COV qui vont pouvoir être transférés dans l'espace de vie. Et je reparlerai un peu plus spécifiquement du radon, de sa mesure et des solutions aussi. Parce que ce qu'il y a de bien avec le radon, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même la donnée pour savoir si on est concerné ou pas. Donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et derrière, on a aussi des solutions à mettre en place, alors plus ou moins efficaces en fonction des projets, mais il existe quand même des choses. Donc ça, c'est la première chose pour parler de quand on pense aux polluants de l'air intérieur. Deuxième chose, il y a toutes les sources intérieures, donc là, tout ce qui est lié aux produits de construction et aux équipements. Et puis après, effectivement, il y a les activités. Ce qui veut dire que quand on dit sur un projet, je vais prendre en compte la qualité de l'air intérieur, c'est ça qu'on va faire. Ça veut dire que la première chose, avant de s'intéresser à notre bâtiment et comment il est conçu, on va d'abord s'intéresser à savoir où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on rénove. Et donc, quel est l'environnement à l'extérieur de notre bâtiment et sur quel sol on construit. Une fois qu'on a ça, soit on n'a pas de problématique et très bien, on passe à la partie environnement intérieur, soit on est sur des zones qui sont dégradées par rapport à l'air extérieur ou sur des sols pollués. Et dans ces cas-là, ça veut dire que déjà, avant même de savoir comment on va concevoir notre bâtiment, ça va déjà impliquer certaines solutions constructives, certains équipements pour déjà se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Deuxièmement, après, une fois qu'on s'est intéressé à l'environnement de proximité, là, on va s'intéresser au choix des produits et des équipements. Et donc, je vais vous expliquer, je vais vous donner un peu les différents outils. Et puis après, effectivement, quand on est professionnel du bâtiment, c'est un peu moins notre sujet, la partie exploitation. Mais en tant que professionnel, je pense qu'on a aussi un rôle d'accompagnement. On met en place des bonnes pratiques pour garantir une bonne qualité de l'air dans le bâtiment. Je pense que c'est aussi important après d'accompagner les futurs occupants à comprendre déjà ce qui a été fait et ensuite à voir comment est-ce qu'ils pourraient essayer de pérenniser cette bonne qualité de l'air intérieur. Et à la fin, je vous ai mis quelques petits guides qui sont aussi téléchargeables et sur lesquels vous pouvez trouver pas mal d'informations. Ah, ils ne sont pas apparus. Bon. J'avais mes polluants, donc j'ai pas la diapo, mais je vais vous la faire. On a parlé de différentes familles de polluants. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'air intérieur, on va avoir toute la partie des polluants gazeux. Donc dans les polluants gazeux, on a bien sûr ceux qu'on appelle les composés organiques volatiles, mais on a aussi des composés inorganiques comme le dioxyde d'azote. Et le radon fait aussi partie, c'est des polluants qu'on va inhaler. On a toute la partie des polluants physique, dedans on classe toutes les particules fines et vous allez voir que les particules fines, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis mais j'ai quelques photos, les particules fines d'un point de vue intérêt pour la santé, ça reste un des polluants majeurs qu'il faudrait prendre en compte. Et puis la dernière partie des polluants, c'est tous les polluants dits biologiques, donc les moisissures, virus, bactéries. Alors c'est pas le bâtiment qui émet des virus et des bactéries, mais la façon dont il est conçu et le choix des équipements qu'on va faire peut favoriser la contagiosité de certaines maladies infectieuses. Et je pense qu'on est tous les quelques années, les dernières années passées nous ont tous rappelé que le bâtiment avait quand même un rôle important sur la qualité de l'air, notamment par rapport aux polluants biologiques. D'un point de vue santé, je sens forcément repartir sur tout. Il y a juste quelques maladies en fait on est vraiment très
Rassurez-vous, après, il y a des solutions. Il y a quelques pathologies en fait, sur lesquelles on n'a pas, qui n'ont pas été évoquées. Et comme on travaille beaucoup dessus, je pense que c'est important aussi de vous les dire. De toute façon, c'est des thématiques dont vous entendez parler dans les médias. En fait, toute la partie du haut, vous avez un peu toutes les pathologies assez classiques, on va dire, de la qualité de l'air. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où les gens dans un bâtiment se plaignent d'odeur, c'est déjà des symptômes liés à la qualité de l'air. Certes, ça rend peut-être pas malade, mais c'est déjà gênant. Donc, ce sont déjà des symptômes à prendre en compte. Donc, on a tout ce qui est irritatif, tout ce qui concerne les voies respiratoires. Après, on a des polluants qui sont toxiques, et vous connaissez tous le monoxyde de carbone. Et là où on va avoir les effets un peu plus graves, on a tous les polluants cardiovasculaires, enfin toutes les maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Vous imaginez que les particules fines, c'est vrai qu'elles sont plus grosses que des polluants gazeux, mais les particules fines, et notamment les particules ultra fines, en fonction de leur taille, elles vont aller plus ou moins loin dans le poumon. Quand elles sont vraiment très fines, et notamment certaines particules qui sont liées au trafic automobile, elles vont aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et quand elles sont très très fines, elles passent la barrière des alvéoles pulmonaires et se retrouvent dans le sang. D'où l'impact sur les maladies cardiovasculaires. Je ne vous avais pas écrit le chiffre. Quelqu'un connaît le coût être exposé à une mauvaise qualité de l'air intérieur en France, ça a été chiffré. On sait aujourd'hui que chaque année, la qualité de l'air intérieur, elle a un coût pour la société. Quelqu'un connaît ce chiffre ? Non, on est à plus que ça. Alors, si on parlait air extérieur et air intérieur, il faut rajouter un zéro, on est à 100 milliards. Oui, exactement. Pardon, pas 100 milliards, millions. Et quand on parle d'air intérieur, on est à 19 millions d'euros. J'ai un doute sur le milliard ou sur le million. Ouais, j'ai le 19, ça c'est sûr. 19 milliards d'euros. Non, 19 milliards. 19 milliards d'euros. Sur ces 19 milliards, on en a 14 qui sont liés juste à l'exposition aux particules fines dans l'air intérieur. Ce qui veut dire qu'on fait très attention à l'ensemble des polluants. On parle beaucoup des polluants gazeux. Oui, c'est très important. Par contre, d'un point de vue sanitaire, celui qui va coûter le plus cher et qui va faire beaucoup de maladies, ça reste quand même les particules fines. Et j'insiste beaucoup sur les particules fines parce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel du bâtiment, on a des solutions pour limiter la présence de particules fines dans l'air intérieur. Donc ces solutions, on va les détailler. Alors oui, effectivement, ça a un coût, ces solutions, ça a un coût de maintenance, ça a un coût d'achat, sauf que derrière, vous voyez que ça a aussi un coût sociétal qu'il faut réussir à prendre en compte. L'autre sujet dont je voulais vous parler d'un point de vue sanitaire, c'est un peu le nouveau sujet COV des produits de construction et des produits du quotidien, c'est la thématique des perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, ce sont des composés organiques volatiles, mais ce sont des composés qu'on appelle organiques semi-volatiles, donc ce sont des molécules lourdes qu'on retrouve dans plein de produits du quotidien, des produits cosmétiques, mais aussi dans des produits de construction qui apportent certaines propriétés. Sauf que ces perturbateurs endocriniens, comme le nom l'indique, ils vont perturber notamment la sécrétion de certaines hormones, et les enfants sont des publics particulièrement sensibles. Donc, et notamment à Lyon, là, on commence un projet avec la ville de Lyon où on va justement, alors sur ces perturbateurs endocriniens, en gros, dans les deux grandes thématiques sur les produits, on a les phtalates. Je ne sais pas si ça vous parle. Les phtalates, c'est un peu comme le bisphénol A dans les biberons. Les phtalates et les retardateurs de flamme. Et là, on commence un projet avec la ville de Lyon qui s'appelle Expert, qui va évaluer, on va essayer de voir que la présence de phtalates dans 3 crèches pour essayer de voir s'il y a un lien avec la nature du revêtement de sol. Parce que les phtalates, ce sont des plastifiants qu'on met dans le PVC pour assouplir les revêtements de sol. Et c'est vrai qu'avant une certaine date de fabrication, ces phtalates étaient classés reprotoxiques. Mais ça fait l'objet de beaucoup de débats. Et en France, il y a une charte zéro territoire, zéro perturbateur endocrinien qui est signée par les collectivités. Et la ville de Lyon l'a signée. Ville de Grenoble également. Enfin, il y a une sorte de diagonale française où tout le monde l'a signé et donc va mettre en place des actions pour tout ça. Et puis, malheureusement, on a aussi des polluants qui ont un effet encore plus grave. Tous les polluants cancérogènes, donc l'amiante est bien connu, mais c'est vrai que si on parle de benzène, parce que le benzène est responsable de leucémie chez l'enfant, le radon, pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur le radon ? Le radon, c'est un peu plus de 2000 cancers du poumon liés à l'exposition au radon, donc c'est pas rien. Et puis, bien sûr, en polluant cancérogène, on a également les particules fines. Bon, je sais, ça fait pas respirer, on n'a pas toutes ces concentrations. L'idée, c'est une fois qu'on a tout ça, toutes ces données, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour améliorer cette qualité de l'air intérieur. Avant de rentrer sur chaque étape, je vous ai mis une petite diapo sur
Deux choses. Les labels en fait, qui se développaient aujourd'hui pour accompagner les acteurs du bâtiment à prendre en compte cette thématique. Et avant de vous parler des labels, je voulais vous faire un petit focus. Alors, il n'est pas sorti, mais bon, c'est pour vous montrer un peu la dynamique et l'importance que prend cette thématique au niveau national. Vous avez tous entendu parler de la RE 2020. En accompagnement à la RE 2020, l'État a voulu mettre en place un label d'accompagnement à la RE. Ce type de label, ce sont toujours des labels qui permettent de valoriser les acteurs et les projets qui ont envie d'aller toujours un peu plus loin. Et donc, dans ce label, j'ai participé à un groupe de travail qui s'appelle le groupe Confort et Santé, donc le GT4, qui était piloté par le CSTB. Et donc, ce qui est déjà une bonne nouvelle, c'est que maintenant, quand on parle d'énergie, quand on parle de réglementation environnementale, et quand on se dit qu'il faut aller plus loin, bah, la santé, c'est enfin un des sujets qui dit qu'on va aller plus loin. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Dans ce groupe de travail, donc, l'objectif, c'était de proposer des indicateurs pour ce label d'accompagnement à la RE, savoir comment est-ce que sur la partie confort et santé, on pouvait valoriser les projets qui avaient envie d'aller plus loin. Je vous le mentionne parce que ce qui est... Attendez, qu'est-ce que j'ai mis après ? Ouais, c'est bon. Je vous le mentionne parce que ça montre quand même un peu les orientations que prend un peu cette réglementation environnementale. Et donc, il y avait 4 sujets sur le groupe confort et santé. Donc, le confort hygrothermique, l'hygrométrie et la température, la qualité de l'air intérieur, le confort acoustique et l'environnement lumineux. Et donc, ces labels, c'est fait pour tout type de bâtiment, bâtiment neuf et rénové. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir, parce que ça fait déjà un certain temps, mais on ne perd pas espoir. Et l'idée, c'était d'avoir une approche performantielle, c'est-à-dire de définir des indicateurs pour évaluer la qualité d'un bâtiment. Et donc, sur ces indicateurs, alors, ils sont petits, mais vous aurez le diapo, on en a 4 sur la qualité de l'air intérieur. Donc, c'est pour vous dire que la mesure de qualité de l'air, quand même, et d'ailleurs, on le voit avec la réglementation sur les ERP, on arrive quand même de plus en plus sur cette thématique à un contrôle par la mesure. Et donc là, il propose de mesurer les particules fines. Donc ça veut dire que si on commence à mesurer les particules fines, il va falloir quand même s'intéresser à ce qui vient de l'extérieur. Les composés organiques volatiles totaux, ça veut dire qu'on regarde un peu la charge globale dans l'air. Le dioxyde de carbone, et ça arrive avec la RE, le contrôle du bon fonctionnement des systèmes de ventilation. Ça paraît être du bon sens, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas d'obligation forcément de conformité des systèmes de ventilation. Et vous verrez sur les chiffres qu'on a beaucoup de bâtiments neufs, et notamment du logement neuf, qui ne sont pas conformes à la réglementation ventilation. Donc, c'est pas pour insister sur... Mais c'est juste pour dire que quand même, dans un futur label, on a quand même la santé, et notamment la qualité de l'air intérieur qui est intégrée. Sur les choses qui sont déjà existantes, aujourd'hui, si vous voulez... Alors, ça concerne chaque acteur parce qu'un maître d'ouvrage qui veut l'appliquer dans un bâtiment, ça veut dire que derrière, dans un cahier des charges, dans un dossier de consultation des entreprises, on va retrouver des indicateurs, ou en tout cas des exigences sur la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, il existe 3 démarches, alors label, certification, sur la qualité de l'air intérieur. Vous avez tout d'abord la démarche écrin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est développée par l'ADEME et qui en région va être portée par un ambassadeur qui est Ville et Aménagement Durable, qui fait ses premières formations écrin en fin d'année. Ensuite, donc ça, c'est applicable à toutes les typologies de bâtiments. On a fait de la maison individuelle écrin, on a fait des écoles. Aujourd'hui, la ville de Grenoble, par exemple, dans ses consultations, dans ses concours pour les écoles, demande la démarche écrin. Intérieur, c'est un label privé développé par Imolab qui s'est initialement intéressé aux bâtiments de logement collectif. Et puis, vous avez, pour ceux qui connaissent le NF Habitat HQE, ils ont créé des petites annexes pour les thématiques un peu nouvelles. Et donc, vous avez un annexe qui s'appelle, ils appellent ça des profils, et vous avez le profil air intérieur développé par Cercal. Et vous allez voir que c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Alors, ça permet d'avoir, on va dire, une démarche cadrée pour la communication, mais ce que je vais vous montrer, c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans les labels, c'est-à-dire que la qualité de l'air intérieur, si on veut la prendre dans sa globalité, on va s'intéresser à toutes les phases d'un projet, du diagnostic jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Donc c'est ce que vous retrouvez juste ici. Donc vous aurez le récap des différentes typologies, et donc vous voyez que tous ces labels s'intéressent au diagnostic, aux produits de construction, aux équipements, à la phase chantier. Donc vraiment la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur, c'est important. Les mesures à réception et le lancement de la phase exploitation des projets.
Donc là, on va pouvoir sourire. Ce sont les solutions qui arrivent pour la qualité de l'air intérieur, mais qui sont... J'aime beaucoup cette image parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand on est sur un projet de construction, sur un bâtiment qu'on doit réhabiliter ou neuf, en ville, donc notamment dans des milieux urbains denses, il y a une vraie question à savoir qu'est-ce qu'il faut mieux faire, puisqu'on dit tous que la qualité de l'air intérieur, elle est plus polluée, certes, mais si vous faites venir de l'extérieur, c'est pas les mêmes polluants. Donc en gros, si vous faites rentrer des polluants que vous n'aviez pas à l'intérieur et vous évacuez ceux qui étaient présents à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une vraie question de savoir quand est-ce qu'il faut ou pas finalement ouvrir les fenêtres. Est-ce que c'est bien, en fonction du contexte, de renouveler l'air? Donc oui, c'est toujours important d'ouvrir la fenêtre. Il faut évacuer ce qu'il y a à l'intérieur. Le renouvellement d'air, c'est essentiel, mais le renouvellement d'air peut aussi servir à se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Donc nos étapes, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Elles sont simples. En 1, pour chaque projet, on s'intéresse à réduire le transfert des polluants extérieurs. Donc ça veut dire que d'abord, il faut caractériser ce qu'il y a à l'extérieur. En fonction de ça, se dire est-ce que j'ai des solutions à mettre en place ou pas. Si je ne suis pas concernée, très bien. Je passe à ma deuxième étape qui est limiter les sources de pollution intérieure. Ensuite, je vais travailler sur le renouvellement d'air. Et puis, derrière, je vais expliquer aux gens ce que j'ai fait et les inciter à aller vers des meilleures pratiques. Concrètement, dans un projet, ça se passe comment? Première étape, le diagnostic de site. Ça veut dire qu'avant de se lancer dans la conception, on part déjà du contexte et on va aller chercher des données sur l'air extérieur, sur le sol, et les comparer à des valeurs de référence sanitaire qui sont données par des organismes reconnus. On va essayer de se définir une stratégie de qualité de l'air et puis la décliner aux différentes phases. Ça veut dire que dans les CCTP, je vais venir décliner mes objectifs en termes de qualité de l'air. Donc le choix des produits, qu'est-ce que je demande, est-ce qu'un label c'est efficace, c'est pas efficace, quel label pour quel type de produit. Ensuite, étape importante, ces CCTP ils vont partir sur le dossier de consultation des entreprises. Maintenant, il faut des produits qui répondent à ces critères. Donc c'est bien beau de mettre des labels dans des CCTP, mais encore faut-il qu'il y ait des produits en face qui puissent y répondre. Et puis vérifier aussi que ces produits, parce que de plus en plus, en fait, aujourd'hui, on nous demande de relire les offres des entreprises suite au dossier de consultation, sauf que souvent, de plus en plus, je trouve, on est sur des comparatifs de prix. Donc on n'a pas de référence produit, on ne sait pas forcément ce qui va être mis en place, en tout cas sur certains projets. Donc ça veut dire qu'en phase chantier, vérifier les références produits, ça devient aussi essentiel. Et là où le travail il est très important, c'est que généralement, quand vous pensez à la qualité de l'air, vous pensez aux produits qui se voient. Donc le revêtement de sol, on peut trouver des revêtements de sol très respectueux. Pareil pour les revêtements de mur, revêtements de plafond. Et le travail, il est aussi sur tous les produits de pose qui sont utilisés pour tout ça. C'est quasiment la même surface. Certes, c'est derrière, mais ces revêtements ne sont pas 100% étanches. Et donc, on peut avoir des émissions dans l'air intérieur. Derrière, on va reparler du chantier, des mesures à réception. Et donc les prévoir très en amont. Et puis, on peut mettre en place, en phase d'exploitation des bâtiments, ce qu'on appelle le monitoring, les petites stations dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, là, en ce moment, on a un projet sur Confluence qui regarde, il est un petit peu à l'écart, mais il regarde presque la 7. Et c'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas de système de filtration, d'un point de vue ventilation. Et donc, la question, une fois que le bâtiment était en chantier, on s'est interrogé sur comment... nous, on n'était pas encore là parce qu'on aurait trouvé peut-être une solution avant. Mais pour le coup, on nous a demandé de nous interroger sur OK, on ne peut pas se protéger de l'air extérieur. Comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner les occupants? Et donc là, on teste, parce qu'on est vraiment sur de l'expérimental, on teste des stations à l'intérieur des logements, sur certains logements, des stations à l'extérieur, pour essayer de voir si en regardant les concentrations, on peut essayer de trouver les meilleurs moments dans la journée pour ouvrir sa fenêtre. Parce que peut-être, comme on vit en ville, le plus pertinent, c'est peut-être pas d'ouvrir sa fenêtre à 7h30 le matin, parce que c'est là qu'on a les pollutions extérieures les plus importantes, et de voir en fonction de l'évolution des concentrations, à quel moment dans la journée, il serait le plus pertinent d'ouvrir la fenêtre. Alors facile à dire, parce que quand vous partez au travail, je sais. C'est pour ça que ça reste expérimental. Alors, sur notre première étape, quand on dit réduire le transfert des polluants qui viennent de l'extérieur, donc je vous ai dit, on va s'intéresser à ce qui vient du sol, au radon, à ce qui vient de l'air extérieur. Et les pesticides, je ne peux pas beaucoup en parler parce qu'on a encore peu d'études finalement qui sont très... Enfin, ce n'est pas des études concrètes, peu d'études qui nous permettent de bien évaluer le transfert des pesticides de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que dans l'air intérieur des bâtiments, on trouve des pesticides.
voire des pesticides qui sont interdits depuis longtemps. Par contre, on a encore du mal à comprendre le transfert entre des concentrations de pesticides à l'extérieur et les concentrations qu'on retrouve à l'intérieur, parce que les pesticides sont des molécules qui sont assez lourdes, et donc ceux qu'on retrouve à l'intérieur sont plus, semble-t-il, liés à nos usages. On traite les animaux pour les puces, on traite les plantes, on ramène de la terre sous nos chaussures qui, elle, contient aussi des pesticides. Donc ce serait plus lié à nos usages qu'à ce qui se passe à l'extérieur. Néanmoins, le jardin, lui, est exposé directement. Donc c'est vrai que les pesticides, il y a une grosse étude en ce moment qui est pilotée par l'ANSES et je ne sais plus qui, sur les pesticides qui nous apportera certainement des éléments. Notre premier sujet, l'air extérieur. L'air extérieur, quand on est sur un projet, première question qu'on va se poser, donc notamment quand on construit en zone urbaine, c'est est-ce qu'on est finalement concerné par une pollution de l'air extérieur? Comment est-ce qu'on procède? La première chose, c'est d'identifier autour de notre site les sources de pollution. En ville, vous en trouvez plein, donc vous avez forcément les axes de trafic routier, vous pouvez avoir certaines industries, les stations essence, les parkings silos, enfin toutes les zones ou des rues fortement bouchonnées, toutes les choses qui vont émettre beaucoup de polluants. On va essayer d'évaluer la distance. Sauf qu'à partir de quand on considère que la distance, elle est assez faible pour impacter notre air intérieur? Là, vous avez une étude d'AirParif. Donc AirParif, c'est ce qu'on appelle une ASCA. C'est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Donc il y en a une par région. Nous, la nôtre en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, ces ASCA, elles sont surtout là pour la surveillance de l'air extérieur, mais elles se sont aussi intéressées à l'air intérieur. Et donc, ils ont fait une étude pour essayer de voir à quelle distance on était encore impacté par le trafic automobile. Donc, vous avez les 3 polluants, on va dire caractéristiques de la pollution du trafic automobile. Donc on retrouve les particules fines. Comme elles sont un peu plus lourdes, forcément elles vont un peu moins loin. Le benzène qui va jusqu'à 150 mètres et le dioxyde d'azote jusqu'à 200 mètres. Donc pour faire une moyenne de tout ça, aujourd'hui on retient que quand on a un axe de trafic important, alors justement dans la réglementation sur les ERP, sur les autodiagnostics, vous avez une petite partie analyse de site, ils vous posent des questions, parce qu'elles sont très bien ces fiches. Peu importe réglementation ou pas réglementation, c'est déjà plein de bonnes idées. Et vous avez par rapport au trafic automobile, il vous dit justement cette distance de 200 mètres et le trafic important, il considère que c'est 7500 véhicules jour. En fait, ça fait quand même déjà beaucoup d'axes en ville qui sont concernés. Mais bon, en gros, vous retenez les routes qui sont très passantes et les 4 voies. Et on considère que jusqu'à 200 mètres, on est encore impacté par cet axe, ce trafic routier, et donc on peut avoir un risque de transfert des polluants routiers, des polluants issus du trafic automobile vers l'intérieur des bâtiments. Alors ça, c'est pour illustrer les... Oui. Alors j'ai pas pu tout mettre, mais normalement je l'ai. Oui, il y a une notion de hauteur. Non, justement, j'ai pas pu la mettre parce que vu que j'avais 1 heure, j'ai rétréci. En fait, il y a à peu près la même étude, mais elle mérite quand même d'être... elle mériterait d'avoir d'autres données, parce qu'en fait, on sert tous de la même étude. C'est une étude d'AirParif qui dit qu'entre le rez-de-chaussée d'un bâtiment et le 2e étage, on aurait, pour le dioxyde d'azote et le benzène, un abaissement de 30% des concentrations. Ce qui est énorme, ce qui se comprend par rapport au flux aérobique. Alors quand je vous dis ça, c'est on va dire en mode modélisation, ça dépend bien sûr de la forme urbaine, des vents dominants, mais bon globalement, sauf que ce qu'on aimerait c'est le tester sur des bâtiments. On a travaillé sur une grande tour sur Paris, on a fait des mesures à différents étages, voire au 14e, et on n'a pas vu beaucoup de différence. Et donc on reteste sur Lyon à Confluence. Là justement, un des objectifs, c'est essayer de voir s'il y a une décroissance, parce que derrière, en termes de solutions, ça veut dire que les premiers niveaux, on ne serait pas obligé de les traiter comme les niveaux supérieurs. Ça va dépendre des vents dominants, mais en gros, ils considèrent qu'à 200 mètres, vous allez respecter les valeurs seuil qui sont acceptables pour la santé. Donc, ça dépend de vos taxes, ça dépend... En fait, il fallait bien retenir une valeur. J'ai envie de vous dire, l'étape d'après... Attendez, est-ce que je l'ai mise ? Non, je ne l'ai pas mise. L'étape d'après, c'est quoi ? Vous faites vos petits emplacements, à savoir où sont les sources et à quelle distance. Si vous avez un doute, dites-vous qu'à Lyon, vous pouvez avoir un doute partout. Non, mais faisons les choses globalement. On dépasse quand même dans beaucoup d'endroits les concentrations sur une moyenne annuelle.
Après, une fois que vous avez votre distance, vous avez un doute, l'idée c'est d'avoir de la donnée chiffrée. Où est-ce qu'on va chercher de la donnée chiffrée? Vous allez directement sur le site d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, comme Airparif, comme toutes les ASCA, ont des stations fixes. Je sais pas, des fois on les voit, il y en a près du périphérique Laurent Bonnevet. En fait, ce sont des stations qui mesurent la qualité de l'air extérieur en permanence. Et donc vous avez des concentrations toutes les heures et vous savez exactement ce qui s'est passé. Vous avez des moyennes mensuelles, des moyennes annuelles et donc vous savez sur les 5 dernières années les concentrations. Ces concentrations, vous les comparez à des valeurs de référence sanitaire et les plus utilisées, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui d'ailleurs vient d'abaisser ses valeurs. En 2021, ce sont des valeurs très très faibles. Techniquement, c'est compliqué. Mais si déjà on se base sur celle de 2005, ça vous dit, en fonction de cette station, si vous êtes à proximité, vous êtes concerné ou vous n'êtes pas concerné. Troisième étape, si vous n'avez pas de données ou de station à proximité, c'est aller faire de la mesure sur site. Et ça, on le fait souvent quand on a un enjeu technique. Comment est-ce qu'on se protège de l'air extérieur? Globalement, il faut filtrer. Filtrer, ça veut dire... Alors, il y a différents systèmes aujourd'hui, mais on peut... dans les systèmes, il y a la double flux. Et quand il faut savoir si un logement, on le met en double flux ou pas en double flux, payer une campagne de mesure, c'est acceptable. Parce que la double flux, elle va avoir quand même un impact sur beaucoup de choses. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais après... oui. Alors... si on fait la démarche scientifique, vraiment la méthodologie, si on considère qu'à l'extérieur, on a un doute, on mesure. Et avec ces mesures, ça permet de dire, là, il n'y a pas de doute. Autour du site, on a des concentrations de polluants qui sont trop élevées et il faut filtrer. Alors après, la diapo juste après, justement, on a des nouvelles solutions pour filtrer. Parce qu'on a souvent des cahiers des charges. Forcément, on travaille, nous, beaucoup pour le logement pour les bureaux et pour le logement collectif. Dans nos cahiers des charges, souvent, le maître d'ouvrage, il nous dit « Je veux faire du logement, je sais que je suis pollué, mais en gros, je veux un logement qui permet de limiter le transfert des polluants, mais sans double flux. » C'est un peu ça notre cahier des charges actuel. Ouais, très, très souvent. Alors, pour plein de raisons différentes, ça peut être des raisons de maintenance, des problématiques qui... Parce qu'une double flux, en soi... elle est très séduisante, la double flux, que ce soit d'un point de vue énergétique, mais si on parle que qualité de l'air. Le problème, c'est qu'une double flux qui est mal entretenue, si les filtres sont colmatés, vous n'avez pas un bon renouvellement d'air. Donc en gros, si vous n'avez pas de maintenance, vous pouvez plus dégrader qu'améliorer. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une approche globale qui prenne en compte les coûts, oui, d'achat, mais aussi les coûts de maintenance. Justement, c'est pour vous dire, ça c'est des arguments pour la double flux, en tout cas pour la filtration. C'est dans des campagnes de mesure qu'on a faites. Alors, ça paraît, c'est plus noir encore, mais bon, globalement, ce sont des filtres de prélèvement de particules fines. Donc en fait, ces filtres, on les met sur des pompes. Avant, ils sont pesés, on les prépèse, on les expose, la pompe tire l'air, et donc les particules viennent se déposer, et on repèse le filtre, et ça nous donne la masse de particules. En haut, vous avez dans une maison individuelle en zone rurale, sur une semaine de mesure. Là, vous avez le filtre au milieu d'un appartement donc, qui était dans l'ouest lyonnais à 500 mètres du périphérique. Et là, vous avez un appartement, le même appartement, c'est un appartement dans le même immeuble, mais dans un appartement fumeur. Et ça, c'est pour vous illustrer en fait, ce qui se dépose dans les poumons. Donc, je ne trouve pas mieux en fait, comme illustration. Ça nous donne en fait pourquoi est-ce que traiter les particules fines dans le bâtiment, c'est important. Du coup, on fait quoi? Alors, je suis désolée. J'ai des images qui sont plus là, Julien. Bon. C'est pas grave, je vais vous le faire différemment. J'ai mes 2 images en bas qui sont intéressantes. Premièrement, si on veut se protéger des particules fines, d'abord, on va mettre des filtres particules fines. Et du coup, si on veut filtrer, il y a 2 solutions aujourd'hui. En neuf, forcément, vous avez la double flux. Quand on est en rénovation, on a de la double flux ou de la ventilation mécanique par insufflation. Donc c'est de la ventilation mécanique simple flux, mais plutôt que d'extraire mécaniquement l'air, on insuffle mécaniquement l'air, ça nous permet de filtrer. Mais c'est des filtres particulaires, donc ça filtre les particules. Et je vous ai dit que dans les enjeux, il y a les particules et le dioxyde d'azote. Et donc pour tout ce qui est gazeux, on va avoir des filtres moléculaires, donc c'est des filtres avec du charbon actif, donc ça fait un 3e étage de filtration, ou on peut avoir des filtres combinés qui, eux, vont s'intéresser aux polluants gazeux. Alors ça paraît... On se dit non, c'est pas possible, ça fait quand même beaucoup. On a fini il y a 2 ans une crèche à Villeurbanne. Pour ouvrir la crèche, la PMI,
prend conseil auprès des ASCA, de l'ASCA, de l'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ouvrir la crèche, il fallait que la crèche soit équipée d'un système de ventilation double flux et d'un système de filtration moléculaire. Donc on avait de la filtration moléculaire particulière et moléculaire. Donc voilà, ça existe quand même. Après, tout ça, donc la double flux pour, contre, j'ai envie de dire, voilà, chacun son avis. C'est plutôt, on va parler de système, il faut filtrer. Donc la double flux est un système. Il existe aujourd'hui d'autres systèmes pour filtrer, encore un peu nouveaux, mais quand même qui existent. Du coup, on travaille, parce que c'est pas on a travaillé, il est actuellement en chantier. On travaille sur 2 bâtiments sur l'île Saint-Denis à Paris pour les JO 2024, une résidence étudiante et un bâtiment de bureau, où là, on avait le cahier des charges justement de pas mettre de double flux. Et en fait, on a mis ce type de système. Alors, ça impacte la conception. En fait, ce sont des entrées d'air électrostatiques. Donc, ça permet, alors ça ne traite pas le gazeux, mais ça permet d'arrêter les particules fines avec une bonne efficacité. Pas autant que la double flux, mais quand même une bonne efficacité. Par contre, c'est plus des mortaises dans les menuiseries. Ça se met directement en façade. Donc là, on en a autant. Dans chaque chambre d'étudiant, on a une entrée d'air électrostatique. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on travaille avec l'architecte pour qu'il intègre ça de façon assez jolie sur la façade. Et pour le coup, je ne l'ai pas encore testé en vrai parce que le bâtiment est en chantier, mais bon, on a visité les usines. Le système est quand même assez sympa, sans production d'ozone. Et en coût, de toute façon, elles sont sur leur site internet directement parce qu'elles sont aussi accessibles. On trouve le coût plus grand public, c'est moins cher en pro, sur internet. Cette technologie, la filtration électrostatique, c'est une société qui s'appelait Tecoya qui l'avait développée. Elle a aussi été reprise par un autre industriel qui lui a fait, en fait, ça s'appelle Adionis, le système. Et en fait, il a intégré cette filtration, donc on la voit juste ici, dans des coffrets de volets roulants. Donc dans les coffrets de volets roulants, là où vous avez l'air qui d'habitude passe, vous avez de la filtration électrostatique ici. Gros avantage de la filtration électrostatique. Alors, même si c'est un peu moins performant, le gros avantage, c'est qu'en fait, ça se nettoie à l'eau. Vous enlevez la bouche, ça se tourne, vous la passez sous l'eau et ça se remet. Plus de changement de filtre. Donc, du coup, en termes de maintenance, c'est hyper intéressant. Deuxième point intéressant en termes de maintenance, c'est que vous évitez le colmatage. Si jamais personne ne nettoie, y a quand même toujours l'air qui passe et vous n'avez pas ce colmatage du filtre qui empêche l'air de passer et du coup qui renouvelle plus l'air intérieur. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ouais. Alors, par contre, vous n'avez plus de caisson ici parce que c'est une simple flux classique. Vous restez en simple flux classique et c'est juste les entrées d'air qui sont changées. Après, la qualité de l'air, c'est un sujet important, mais il y en a d'autres et du coup, il faut aussi que ça aille avec l'acoustique. Par exemple, à Paris, c'était celle-ci. Ils sont en train de passer. C'est que souvent, quand vous êtes dans une zone où la qualité de l'air est dégradée, vous avez aussi beaucoup de bruit. Et parfois, ces systèmes n'ont pas assez d'isolation. Enfin, en termes de dB, ça passe pas. Donc, ça dépend. Après, il faut voir si ça répond ou pas à un cahier des charges. En rénovation, en maison individuelle, il y a des systèmes d'entrée d'air en mortaise, pour le coup, mais qui sont beaucoup moins... Enfin, c'est pas moins performantes, c'est que le filtre, il est plus grossier. Donc, ça va filtrer les grosses particules et pas les ultra fines. Et vous avez bien compris que plus ça va loin dans le poumon, plus c'est dangereux. Non, c'est des électrodes. Ouais. Ah oui, oui, j'ai oublié de le dire. En fait, là, c'est des coffrets de volets roulants, donc s'ils sont électriques, ça pose pas de problème, mais il faut une petite alimentation électrique. En fait, c'est pas le genre de système que vous mettez comme ça. Ça se conçoit en construction neuve, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que ça plaît beaucoup. Après, attention, la double flux, d'un point de vue efficacité de filtration, reste quand même l'idéal. J'étais la semaine dernière. Oui, pardon, merci. J'étais la semaine dernière avec l'Association européenne du radon à Bergen en Norvège. Et nous parlions pas de double flux, mais de ventilation en équilibre ou en surpression. Ce qui amène une sensibilité différente et qui permet bien d'englober et la ventilation par extraction, qui nous pose des problèmes de dépression, et la ventilation par insufflation, qui peut, elle, augurer certains problèmes de points d'humidité, de points de rosée non voulus. Ouais, mais c'est très intéressant. Cette notion de surpression, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de qualité de l'air, vous voyez, je ne vous ai pas dit qu'il faut mettre de la double flux. J'ai dit qu'il faut mettre une solution qui permette de filtrer l'air extérieur.
Donc ensuite, il en existe plein. Effectivement, je vais parler de radon juste après. Le radon, la surpression, c'est une des solutions. C'était où le... À Bergen. Et du coup, ben, oui, on pourra après. Pollution de sol. Alors, on ne fait pas toutes les pollutions de sol. C'est pour la transition. Voilà, c'était parfait. Je n'ai mis que le radon. Donc le radon, ok pour tout le monde. Je vous rappelle juste qu'il est classé, ça fait quand même un certain temps qu'il est classé cancérogène du groupe 1. Ouais, 80. Ouais, je sais pas, oui, vous voyez juste là. Il passe partout et effectivement en fait, c'est pas lui qui passe partout, c'est l'air qui passe partout. Donc l'air, il va au plus simple. Donc on lui met pas une petite flèche, il la suit pas. Donc si pour lui il y a une fissure dans une dalle, un passage de canalisation qui est pas étanche, il passe. Surtout si votre bâtiment il est en dépression. Parce que finalement, si l'air, c'est plus, pour lui, et vous avez un question d'extraction, si c'est plus simple d'aller tirer l'air qui vient du sol que de l'air des menuiseries avec les mortaises, il va aller tirer l'air du sol. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on limite ce passage du sol vers l'espace de vie. Alors, je vous ai dit, déjà, ce qui est bien, c'est que le radon, vous voyez, la qualité de l'air extérieur, on s'est dit, il faut aller chercher de la donnée. Le radon, vous y avez accès à cette donnée. Parce que vous allez sur le site... vous tapez sur une barre de recherche « Connaître le potentiel de radon de ma commune ». Vous arrivez donc sur le site de l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et en fait, dans la petite fenêtre, vous tapez la zone radon. Donc tout à l'heure, on parlait de catégorie 2, 3, 1, 2, 3. Et donc vous avez ces catégories, vous voyez, ce sont ces catégories 3 en rouge. C'est les zones où vous avez un fort potentiel de transfert du radon dans l'espace de vie. Nous, on considère que 2 et 3, en 2, c'est quand vous êtes assuré. C'est les zones assurées, c'est les zones où vous avez un risque possible. À partir du moment où il y a risque possible, on considère qu'il y a risque. Donc, aujourd'hui... Ah, j'ai cru... Ok. Aujourd'hui, on a cette donnée. Donc, vous tapez la ville. Même sur Lyon, on a l'arrondissement. Et en fait, un département qui, avant... quand on était sur les anciennes cartes, quand on était sur des risques départementaux, n'était pas en risque radon. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que le radon est, en fonction de la nature géologique du sol, vous avez une grande variabilité en fait, c'est la teneur en uranium dans le sol, et que vous avez des zones qui n'étaient pas concernées avant par le risque radon, enfin qui n'étaient pas concernées sur les cartes, et qui en fait sont concernées par le risque radon. Vous voulez ajouter ? Oui, juste pour préciser que la carte représente un potentiel géologique à contenir de l'uranium, qui lui donnera derrière, par sa dégradation... Là, vous avez l'uranium, le radium, et le radium, quand il se désintègre, c'est de la radioactivité en radon, c'est lui qu'on va inhaler. Voilà, qui va aller au plus profond des alvéoles pulmonaires. Et l'histoire est que cette carte a aussi son biais de compréhension, parce que en zone 1, on dit potentiel, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas tout à fait. Et c'est pas vrai. Non. Parce qu'en fait, il suffit d'une belle faille, une belle fissure dans le sol, un accident géologique, et le gaz va pouvoir migrer. Comme dans la zone 3, il suffit d'une belle couche d'argile qui fera un beau filtre, et il ne remontera pas, sauf en cas de sécheresse, où il pourra remonter aussi. Donc, quelque part, la vigilance est de mise de partout, et il n'y a vraiment que le mesurage qui permet de le savoir. Alors, mesurage, quand vous êtes sur un bâtiment existant, on peut le faire aussi sur du bâtiment neuf, sur un site. On va mesurer ce qu'on appelle... C'est avec des sondes comme ça. En fait, c'est des grosses sondes, on fait des trous, c'est des grosses sondes qu'on vient mettre dans le sol, et ça mesure l'activité du radon dans les gaz du sol, l'activité volumique. Oui, vous m'entendez ? Ouais. Comment on classe ces catégories ? Parce qu'en fait, on voit des couleurs, ça fait peur, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du jaune. C'est justement ce que monsieur disait, ils l'ont fait par rapport au potentiel du sol. Mais concrètement, c'est quoi l'unité ? Ah, alors, l'activité... C'est une... Enfin... C'est un potentiel par rapport à une teneur. L'histoire géologique de ce sol. Ah, on a une réponse derrière. En fait, c'est plutôt une question complémentaire, c'est-à-dire que est-ce que les cartes, parce qu'il y a des cartes du BRGM par exemple qui sont... Oui, c'est pareil, c'est les mêmes. Parce que est-ce que pour affiner ça, en regardant où on est situé, si c'est sur de l'orthogneiss par exemple, on peut en conclure qu'il y a si on est en zone 2 par exemple, que voilà, il y a un risque plus fort que le voisin qui est sur une zone sédimentaire. En fait, après, vous avez, vous avez la mesure.
Donc, soit vous êtes en rénovation, vous avez un bâtiment existant. Là, vous pouvez mesurer la concentration en radon dans l'air. Et là, on parle en becquerel. Le radon, c'est en becquerel, en nombre de désintégrations par mètre cube. Donc ça, vous pouvez le mesurer. La grosse question, c'est en neuf. Enfin, en neuf, je m'entends en neuf, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de bâtiment. Et donc, on peut mesurer les gaz l'activité volumique. Après, personnellement, généralement, quand on mesure, on conclut qu'il faut faire quelque chose. Donc, généralement, je passe un peu comme monsieur tout à l'heure pour la qualité de l'air. Je considère que... Parce qu'après, il faut aussi pouvoir parler au maître d'ouvrage et le convaincre. Donc oui, on peut aller chercher la mesure, sauf qu'il faut le convaincre de faire la campagne. Et donc, c'est vrai que cette carte, c'est déjà un bon indicateur en disant 2, 3, vous êtes concernés. C'est déjà une première partie. En 1, on va être plus vigilant, enfin en tout cas chez nous, par rapport au système utilisé. Et notamment, on parlait de dépression. En zone 1, vous avez un faible potentiel. C'est pas parce que vous avez peu de radon dans le sol que vous pouvez pas avoir une problématique, et notamment avec des systèmes comme des puits climatiques, où c'est pas le puits climatique qui est problématique, mais si le puits climatique c'est l'air qui passe dans le sol, si c'est pas 100% étanche au niveau et notamment des regards de visite, à chaque fois en venant tirer l'air pour qu'il rentre dans le bâtiment, vous venez tirer un peu de radon. Et du coup, d'une zone qui n'avait pas beaucoup de problèmes, en fait, vous venez concentrer, et ça s'est déjà vu sur un bâtiment dans la Drôme, où dans le bâtiment, à chaque étage, il y avait des concentrations plus importantes, alors que ce n'était pas un département à risque. Du coup, l'unité, becquerel par mètre cube, mais du coup, à partir de... En sievert, je vais être chiant. Vous savez, en millisievert, ça fait combien ça fait? Eh ben moi, je ne sais pas. Ouais, en fait, on parle. C'est vrai qu'on parle pas. Enfin, oui, c'est la même chose, mais on parle pas. Alors, ça va être la même chose et pas la même chose parce que du coup, on va parler d'exposition et donc on va parler d'exposition corps entier ou partie du corps, et ça va être fonction du temps d'exposition. Donc, on peut pas parler d'un endroit qui a, admettons, voilà, moi, il y a 15 jours, j'ai fait un sniffage dans le sol à Francheville. On était à 29 000 becquerels. Un sniffage. Oui, c'est mon appareil a une pompe. J'y mets un petit tuyau avec la sonde. Vous venez tirer? Et je viens tirer, okay. Oui. Et du coup, on était à 29 000 becquerels. Donc, il se trouve que c'était dans une première approche, premier contact pour de la ventilation. La personne avait une cave en terre. Il se trouvait que j'étais en formateur pas loin et j'avais pris pour l'occasion de la formation le matériel de radon. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on regarde? Et alors là, yes, pardon. Non, mais c'est vrai que quand tu vois la concentration qui monte de 500 par 500 dans les 4 premières minutes et que tu arrives déjà à 27 000 becquerels au bout de 4 minutes, voilà. Et donc, c'est assez variable, hein. Dans le nucléaire, les becquerels, c'est pas forcément l'unité qui est retenue pour la dangerosité, en fait. Alors, mais on ne va pas mélanger la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. Là, aujourd'hui, si l'unité de comparaison, c'est le becquerel par mètre cube, et les valeurs qui sont données pour de la référence sanitaire, elles sont en becquerel par mètre cube. Donc tout à l'heure, on parlait de 300 becquerel par mètre cube. Idéalement, l'Organisation mondiale de la santé donne 100 becquerel par mètre cube. Et pour ceux qui, si vous n'avez pas fait, dans un bâtiment, ça se mesure avec ça. Donc c'est des petits dosimètres. Et au moins, l'intérêt du radon, il y a une chose par rapport aux autres polluants de l'air, c'est que lui, il ne coûte pas très cher à mesurer. Parce qu'on peut parler des coûts de mesure, des campagnes de mesure de qualité de l'air, tout de suite, ça monte un petit peu. Le radon, c'est une trentaine d'euros, le petit dosimètre, analyse comprise. Ils envoient par la poste, vous posez pendant 2 mois, pour avoir une représentativité annuelle, et ça vous donne cette concentration. Après, la question, c'est bien, vous avez votre mesure, vous en faites quoi? J'ai pas mis sur le diapo. Pour que j'avance. En fait, oui, ça parle pas, mais vous avez quand même la valeur de 100, la valeur de 300. Ce sont des valeurs de référence sanitaire, donc reconnues pour la santé. Et vous avez un 1000 qui est en valeur d'action rapide. Donc, presque, j'ai envie de dire, de façon bête et méchante, on mesure si on est à 100, 300 ou 1000. Il y a des façons d'agir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, effectivement, une des... Alors, si on est sur du neuf, il faut essayer de faire en sorte que la conception du bâtiment
limite le transfert du radon vers les espaces de vie. Donc il y a la mise en dépression du sous-sol, construction sur vide sanitaire, mais l'idée c'est d'avoir aussi un vide sanitaire avec une extraction mécanique, parce qu'en fait il faut forcer l'air à sortir plutôt que ce soit plus facile pour lui d'aller dans l'espace de vie. Travailler sur l'étanchéité entre le sol et le bâtiment, mais qui dit étanchéité, ça reste de l'air, donc il faut une très bonne étanchéité. Et puis après, sur de la rénovation, même sur du neuf, mais en réno, c'est une des solutions aussi, c'est de travailler sur de la surpression pour en fait faire qu'il y ait plus d'air qui rentre que ce qui sorte, pour maîtriser en fait l'entrée d'air. Et ça, on le fait avec une double flux ou avec une ventilation mécanique par insufflation. C'est vrai que la ventilation simple flux par extraction, elle a tendance à mettre en dépression. Et là, j'ai un projet sur Toulon. Toulon, il y a beaucoup de radon. On construit sur pilotis. Alors pour d'autres raisons, parce que c'est une zone inondable, mais au moins c'est bon pour le radon. Non mais c'est vrai, ils savaient pas, enfin ils le faisaient pas pour ça. Mais voilà. On pourra reparler du radon après. J'enchaîne avec, toujours dans mes étapes. Donc là, vous voyez le temps qu'on vient de passer sur les sources extérieures. Ce qui veut dire que quand on est dans un projet, quand on parle de qualité de l'air et qu'on se limite aux produits de construction, il y a quand même déjà beaucoup de sujets à voir avant. Après, une fois qu'on a vu ça, on peut se concentrer sur les sources de pollution intérieure et comment est-ce qu'on limite, et notamment comment est-ce qu'on choisit des produits de construction respectueux de la qualité de l'air. Donc, aujourd'hui, notre outil en France, c'est cet étiquetage. Cet étiquetage, maintenant tout le monde le connaît, hein, c'est un étiquetage qui est apposé sur les différents produits, qui renseigne sur le potentiel d'émission. Donc A+, c'est des produits qui sont faiblement émissifs, C, des produits fortement émissifs. Ce n'est pas une interdiction de mise sur le marché, c'est une information. Chaque produit a son étiquette. Et donc cet étiquetage, il est évalué sur 10 polluants. Donc on prend un produit qui sort d'usine, on le met dans des chambres d'essai, donc c'est des chambres en verre ou en inox, pendant 28 jours. Et au bout de 28 jours, donc il y a un débit d'air, il y a une température et une humidité contrôlée. Et au bout de 28 jours, on prélève un échantillon, on l'analyse en laboratoire. Et pour les 10 polluants, on a des seuils à respecter. Et on regarde aussi les COV totaux. Pourquoi je vous ai mis cette diapo? C'est parce qu'il y a toujours un mais. Et donc l'étiquetage, c'est une bonne chose, parce que quand on regarde les seuils, et notamment pour le formaldéhyde, par rapport aux autres pays européens, on est quand même sur des niveaux très exigeants. On voudrait que les produits, pour être A+, aient des émissions en formaldéhyde inférieures à 10 microgrammes par mètre cube. C'est faible. C'est faible, et des panneaux à base de bois, parce que le formaldéhyde, vous allez beaucoup le trouver dans les cols pour les panneaux à base de bois, des fois, ils ont du mal à être inférieurs à 10 microgrammes par mètre cube. Donc, c'est exigeant. Mais le décret mentionne que la seule obligation pour un industriel, c'est d'apposer l'étiquette sur le produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, vous n'avez pas de test obligatoire. Ce qu'on vous demande, c'est si vous voulez mettre votre produit sur le marché français, vous mettez un étiquetage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que aller dans un magasin voir des produits A+, c'est bien, mais ce n'est pas un gage de fiabilité. Ce qu'il faut, c'est ensuite, et là c'est le rôle de tous les acteurs du bâtiment, hein, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre, les entreprises, c'est de demander l'attestation qui dit que le produit il a bien été testé dans un laboratoire, donc on a un exemple avec Eurofin, laboratoire indépendant, et que cette gamme de produits, elle est bien A+. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas capable de justifier que votre produit est bien A+. On reste quand même sur... C'est une information et l'obligation, c'est d'apposer l'étiquette. Donc c'est bien, mais il y a un mais. Donc il faut avoir ce petit temps de récupérer. Alors ça se fait quand même de plus en plus, mais quand vous n'avez pas les attestations, finalement vous ne pouvez pas savoir si votre produit est bien A+. En complément, pour les produits, qu'est-ce qu'on peut demander? Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, parce qu'on ne sait pas. Mais c'est ça la question? Oui. En fait, c'est déclaratif dans le sens où on ne vous demande pas de test obligatoire. Donc peut-être que le produit, l'industriel l'a bien testé, peut-être que le produit, l'industriel ne l'a pas testé. Ce qui, pour être sur le marché, il faut mettre l'étiquette. Il n'y a pas de contrôle de ça? Alors, dans les lignes, alors s'il y a un contrôle, il y a un contrôle. Après, encore faut-il qu'il soit mis en place. Mais il y a quand même une amende par référence produit si on estime que, s'il y a des mesures qui sont faites, mais je ne connais personne qui a été sous contrôle. Le meilleur contrôle aujourd'hui, ça reste quand même les magazines de consommateurs, parce qu'ils vous prennent 10 peintures, ils vous les mettent en chambre d'essai, ils vous disent ce qui est affiché et ce qu'on mesure réellement. Il y a plein d'industriels qui ont fait les tests. Les industriels sont parfois de très bonne volonté, donc ils ont fait les tests et on récupère. Vous voyez, là, l'autre c'était une peinture de chez Guittet. On récupère les attestations
Après, il y a des industriels sur lesquels on n'arrive pas à récupérer d'attestation. Et puis, de toute façon, on sait qu'il y a des produits qui ont du mal à passer au A+. Mais vous verrez, sur certaines... Là, je vois sur certains... On relit des offres là, en ce moment d'entreprise. Des panneaux bois type Polyray, etc. Ils ont des gammes A+, des gammes A. Parce que la composition, la teneur en formaldéhyde dans la colle, je pense, n'est pas exactement la même. Ou en tout cas, le revêtement de finition. Et donc, on n'arrive pas à avoir du A+. Pareil, pour... vous prenez un panneau acoustique bois. Tant que vous avez des champs qui recouvrent, vous avez du formaldéhyde, mais ça ne sort pas. J'ai envie de dire, pour la santé, ce n'est pas grave. Le problème de l'acoustique, c'est que pour l'acoustique, on vous fait des petits trous. Et ces petits trous, ils ne sont pas recouverts de champs. Donc là, vous pouvez avoir des concentrations importantes et les panneaux acoustiques en bois, ils ne sont pas à plus. Donc après, par expérience, on sait à peu près les produits qui ne sont pas. Mais en fait, dans un CCTP aujourd'hui, nous, dans un CCTP, on va demander à ce que le produit il soit conforme au A+, et on va demander un justificatif. On travaille, je ne sais pas si vous... on travaille sur le siège régional, si certains voient, à Champagne-au-Mont-d'Or du Crédit Agricole. Bon, là, c'est gros bâtiment. On est côté maîtrise d'œuvre, et donc on a une entreprise générale. L'entreprise générale, on a été intégré dans la phase visa, et on vise tous les produits, et on ne vise que si on a une attestation. Là, du coup, ils vont chercher les attestations. Donc, on arrive à avoir des attestations. Mais il faut juste passer ce temps et se donner les moyens de vérifier. En complément, parce que alors vous allez voir que c'est assez rapide les produits, parce qu'il y a le A+, et il y a les labels. Les labels, je vous ai fait un tableau. Donc vous avez, pour les différentes catégories de produits, revêtement de sol, revêtement de mur, revêtement de plafond, vous avez les différents labels qui existent. Alors il y a des labels que vous devez, l'écolabel européen, donc ça il est assez connu, parce que vous le retrouvez souvent dans les produits du quotidien chez nous, liquide vaisselle, etc. Vous avez des labels qui sont intéressants à connaître. L'Emicode, le premier. Emicode, c'est un label qui est pour les produits de pose, de revêtement de sol et un peu de revêtement muraux. C'est un label qui est ultra exigeant d'un point de vue efficacité. Et c'est un label aujourd'hui qu'on arrive à trouver sur toutes les gammes de produits de revêtement de sol, du ragréage, du primaire, adhésif. Vous l'avez, faut juste le chercher. Donc quasiment chaque fabricant a sa gamme. Par exemple, chez Mapei, ils ont... on va dire toute la couche de sol, ils ont tout en Emicode EC1+. La question, c'est déjà de l'inscrire et ensuite de demander, de vérifier que ce produit, mais même dans des grandes surfaces de bricolage, vous trouvez l'Emicode. Donc il y a certains labels comme ça qui sont intéressants. Et pourquoi c'est intéressant? Alors je suis désolée, il y a des choses qui disparaissent, mais là vous imaginez, c'est un graphique, donc vous imaginez des barres. Là, c'est les COV totaux. Là, c'est les émissions de formaldéhyde. Je vous ai mis nos seuils du A+, français, et les autres labels. Vous voyez que l'approche, en fait, l'idée, c'est de vous dire que tout ça, c'est complémentaire. Si vous voulez des produits faiblement émissifs, vous voyez que si on parle du formaldéhyde, le formaldéhyde, la classe A+, elle est à 10 microgrammes par mètre cube à 28 jours. Finalement, la plupart des autres labels, alors allemand, enfin, l'Allemagne a fait beaucoup de labels, ils sont au-dessus de 10 et souvent le seuil qui a été mis sur le marché européen, on parle souvent du 60. Donc vous voyez qu'un produit qui est réellement A+, il est très performant en formaldéhyde. Par contre, côté COV totaux, vous voyez que notre A+, à 28 jours, il est à 1000 microgrammes par mètre cube. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'approche complémentaire, que tous les autres labels sont entre 300 et 60. Donc en fait, l'étiquetage, c'est bien. Quand on a l'attestation, c'est bien. Mais vous voyez qu'autant que pour le formaldéhyde, c'est satisfaisant, autant pour les COV totaux, on peut mieux faire. Et entre 1000 et 100, dans l'air, à la mesure, vous allez trouver une différence. Côté renouvellement d'air, je n'ai pas mis grand-chose parce que c'est un sujet qu'on aborde déjà dans les systèmes de ventilation, comme vous avez pu le voir. Ce sur quoi je voulais insister... on revérifiera quand on donnera le diapo que ça fonctionne bien. Heureusement que je le connais bien, mon diapo. La ventilation, vous allez voir l'étude que je vais vous présenter. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la ventilation, ça devrait faire l'objet d'un métier à part entière. Et aujourd'hui, la ventilation, elle est dans l'OCVC. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand même que elle n'est pas traitée à sa juste valeur, et notamment traitée dans son ensemble, c'est-à-dire que j'entends beaucoup la ventilation, c'est la mise en œuvre sur le chantier qui ne va pas. Peut-être, mais avant ça, pour que ce soit bien mis en œuvre sur le chantier, il faut d'abord que ce soit bien conçu. Et donc, ça veut dire qu'une ventilation, ça se conçoit, ça se met bien en œuvre, et ça se contrôle, et ça s'entretient. Et en fait, oui, ça fait beaucoup d'étapes, et on sent qu'il y a tout un
un corps de métier à développer sur ce sujet. Parce qu'on dit mettre des systèmes compliqués, il faut changer les filtres d'une double flux, oui, mais encore faut-il trouver des gens qui viennent entretenir les systèmes. Et ça, on a encore du mal. Enfin, il n'y a pas beaucoup forcément d'entreprises de ce style. Et donc la ventilation, il faut vraiment avoir... ça arrive, parce que les formations de ventilistes, hein, elles ont été mises en place, mais il faut encore un peu de temps pour que tout ça arrive sur le marché. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était un résultat rapide. C'est une étude qui a été faite dans le projet Via Qualité. Alors, dans l'état de l'art, en fait, on s'est resservi. Il y avait le CEREMA dans ce projet. Et donc, le CEREMA a fait une étude sur 1287 logements. Et en fait, le CEREMA s'occupe des contrôles réglementaires de conformité. Il vérifie que les bâtiments livrés sont conformes à la réglementation ventilation. Là, c'est le pourcentage de systèmes que vous trouvez dans le logement. Donc, vous voyez que la double flux, elle fait pas beaucoup de logements collectifs, enfin de logements. Qu'on est vraiment en France sur de l'IGRO, de la simple flux et notamment de la simple flux IGRO. Quand on regarde les contrôles réglementaires de conformité, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Ah mince, mon tableau y est pas. Bon, je vais vous donner le chiffre. Là-bas, j'avais un petit tableau qui comparait maisons individuelles et logements collectifs. Les résultats, c'est qu'on a 47% des logements en France livrés qui sont non conformes à la réglementation ventilation. Donc sur la rubrique aération. Non conforme, ça veut dire plein de choses. Des fois, c'est les débits qui ne sont pas là. Des fois, c'est l'absence d'entrée d'air. Les extractions qui sont, il n'y a pas de manchette au niveau des extractions, absence de l'étalonnage des portes. Donc parfois ça a un impact sur la qualité de l'air, parfois moins, mais en tout cas ça veut déjà dire qu'on n'est pas conforme dans quasiment un logement sur deux. Et les chiffres montraient qu'en maison individuelle on est à 64% de non-conformité, donc il y a quand même un vrai sujet, et un peu moins en logement collectif. Donc vous voyez, ça c'est les non-conformités, donc on a quand même la plupart des non-conformités, c'est les mesures de débit. Ce qui veut dire que la réglementation, la RE 2020 qui impose la mesure de débit, c'est quand même une très très bonne chose. Je veux dire, on ne livre pas votre voiture, vous avez envie de savoir qu'elle roule et qu'elle vous met en sécurité. Là, c'est l'air du logement, l'air qu'on respire qui rentre par ces systèmes. Bah, c'est quand même bien de savoir que le système fonctionne. Et donc, c'est vrai que cette obligation de débit, c'est quand même une très bonne chose. Nous, on a recommencé le projet, enfin, on a recommencé l'étude à une plus petite échelle, notamment sur de la double flux, parce qu'on avait peu d'éléments sur la double flux. Donc, on a pris 21 maisons BBC en Auvergne-Rhône-Alpes. On a constaté, on a refait les contrôles réglementaires, on a constaté 75 défauts et 100% de non-conformité. Il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que dans les non-conformités, on avait 80% des maisons qui n'avaient pas les bons débits, 82% qui étaient sous-ventilés et 18% surventilés. Alors si quand on surventile, il y a un impact énergétique, en tout cas la qualité de l'air était meilleure, donc c'est quand même une bonne chose. Quand vous ventilez beaucoup, vous respirez mieux. Dans les maisons sous-ventilées, parfois, pas tout le temps, on avait un impact sur la qualité de l'air. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les défauts, oui, il y en a 55% qui sont liés à une mise en œuvre sur le chantier, mais il y en a quand même 43% qui sont liés à des défauts de conception. Et ben, il y a un moment, quand personne n'a réfléchi à savoir deux tuyaux qui se croisent et qu'on se retrouve avec un point bas, genre, il y a un moment, c'était en conception qu'il fallait regarder ça. Or, tout le monde me dit qu'avec le BIM, ça va révolutionner la ventilation. J'attends toujours de voir. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup les bénéfices, mais en tout cas, j'insiste sur le fait qu'une ventilation, ça se conçoit, ça se met en œuvre et ça s'entretient. Ça, c'était une maison du côté de Tassin, proche d'un axe très important. Et en fait, ça montre aussi l'importance de la filtration. Le filtre s'encrassait toutes les 3 semaines, 3 semaines, un mois, il fallait changer le filtre, il était tout encrassé, on n'avait plus de débit. Quand on dit débit non conforme, c'est par rapport à la réglementation de 82 et de 83, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bons débits à l'extraction. D'accord, c'est pas par rapport au niveau de qualité de l'air. Non. D'accord, ok. Par rapport au niveau de qualité de l'air, on a fait des mesures. Donc on savait quelle maison. Alors, pour vous, donc c'est du violet, enfin le noir là, en surventilation. C'est là que je vous disais quand même, pas de problématique de qualité de l'air. En fait, forcément, hein, plus vous évacuez, surtout qu'on n'avait pas de maison dans des zones très urbaines, on était plutôt en campagne, donc les résultats étaient bons. Quand on a des débits conformes, bah, globalement, parfois on retrouve un peu en fonction des revêtements intérieurs, on retrouve un peu de polluants, mais globalement, les résultats étaient plutôt bons. Et puis dans les maisons sous-ventilées,
parfois, la 4, on avait des très bons résultats, mais on voit quand même que globalement, on a des concentrations de polluants, c'était assez net. Bon, après, il y avait pas mal de caractéristiques par rapport aux matériaux utilisés, mais bon, globalement, même si on a des matériaux émissifs, si on a un bon renouvellement d'air, on arrive à évacuer. Après, la 4, c'est une maison, une personne vivant seule, peut-être moins de sources de pollution, je ne sais pas, mais en tout cas, la ventilation suffisait pour... Alors, sur les 21 maisons, on en avait 18 en double flux. La 4, c'était une maison simple flux. Donc, pour dire que quand même, une maison classique, vous savez, la maison constructeur, un L avec le garage et un étage, avec une simple flux, avec peu de sources de pollution, ça donne une bonne qualité de l'air. Donc, ça marche. Il n'y a pas besoin, des fois, de systèmes ultra perfectionnés. J'en arrive au chantier. Les 3 points qu'il faut retenir sur le chantier. Par rapport aux problématiques qu'on a pu rencontrer, il y a 3 sujets. L'humidité, la ventilation, les émissions de COV. D'abord, sur l'humidité, sur le chantier se jouent énormément les sujets de croissance de moisissures, de développement de moisissures liés à des problématiques d'humidité. Pourquoi ? Vous allez voir que ça, on n'a rien inventé, c'est que du bon sens. Mais stocker les matériaux et les équipements à l'abri des intempéries, des isolants qui sont laissés à l'extérieur et qui sont soumis aux intempéries, déjà ils sont moins performants, ça peut faire des points froids. Et avec les isolants biosourcés qui arrivent, il va falloir encore être plus vigilant parce que les isolants biosourcés, c'est naturel. Du coup, ça ne résiste pas non plus naturellement aux moisissures et c'est encore plus sensible à la croissance fongique. Donc ça veut dire qu'il y a des points de vigilance supplémentaires et beaucoup d'attention à avoir sur le chantier. On a eu aussi des problématiques de ponts froids liées à la continuité de l'isolation. On a eu des problématiques de qualité de l'air liées à des revêtements, et pas les revêtements, à des cols qui posaient aucun problème, labellisés, etc. Sauf que on est sur des composés qui sont plutôt organiques, donc assez naturels, qui vont réagir avec l'humidité. La qualité de l'air, c'est de la chimie. En fait, ça fait des réactions d'hydrolyse en chimie. Et en fait, ça va émettre des polluants secondaires dans l'air. Alors, ils ne sont pas dangereux, mais ils ont une mauvaise odeur qui est dérangeante. Et ça, souvent, ça arrive dans les écoles. Parce que dans une école, quand est-ce qu'on fait les travaux ? L'été, juillet, août, il faut aller vite. Donc, on ne laisse pas le temps au support de sécher. Et en fait, le support, il est encore humide. On n'a pas vérifié comme le DTU. Alors, les gens me disent, non, mais c'est marqué dans le DTU. Oui, mais encore, parce que c'est marqué. Qu'on le fait forcément, il faut mesurer le taux d'humidité résiduelle des supports avant la pose d'un revêtement. Parce que derrière, on peut avoir des problématiques, certes qui sont peut-être pas trop graves pour la santé, mais ça a aussi un coût de non-qualité. C'est que derrière, votre revêtement, il n'est jamais totalement sec et généralement, il faut enlever et recommencer. La problématique de l'humidité sur le chantier, un support qui sèche. Aujourd'hui, on va très vite, on met vite le bâtiment hors d'air, hors d'eau. Cette humidité, si elle n'arrive pas à être évacuée, elle va aller contaminer des supports qui sont sensibles. Et ça, c'est une photo qui sort d'un rapport de l'AQC sur les premiers bâtiments BBC. Et vous avez une plaque de plâtre contaminée par les moisissures alors que le chantier n'est même pas livré. Et ça, on en voit de plus en plus. On veut aller vers des bâtiments plus performants, mais cette humidité, il faut bien qu'elle soit évacuée. Donc c'est vrai que... Alors, c'est pas forcément évident, mais des déshumidificateurs, des extracteurs mobiles sur le chantier ou une stratégie d'aération, c'est-à-dire que, alors je sais qu'il y a les problématiques d'intrusion, je sais qu'il y a plein de contraintes, mais il faut y réfléchir et le prendre en compte, mais à certains moments, vraiment évacuer cette humidité pour éviter des problèmes sur le plus long terme pour la qualité de l'air et globalement, mais même pour la santé des gens sur le chantier, renouveler l'air sur le chantier, c'est essentiel. Ensuite, sur le renouvellement d'air, c'est encore des messages connus, mais notamment quand on est sur des systèmes double flux, où c'est quand même par ces systèmes, l'air que vous allez respirer qui rentre dans le bâtiment, c'est quand même bien de contrôler que la gaine qui est installée, elle ne soit pas pleine de poussière parce qu'elle a été stockée n'importe comment sur le chantier. Et donc l'encapuchonnage des réseaux, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on peut commander des conduits déjà encapuchonnés, mais ça coûte plus cher, c'est plus compliqué à transporter parce que vous ne pouvez plus les mettre les uns dans les autres. Mais par contre, de reprotéger avec du scotch et du plastique, c'est souvent ce qu'on voit sur le chantier, de reprotéger les installations jusqu'à leur mise en fonctionnement, c'est intéressant parce qu'en France, on n'a pas de normes d'empoussièrement. Donc en gros, vous ne nettoyez pas les réseaux avant mise en fonctionnement. Et donc un peu de poussière dans les réseaux, c'est un peu de matière organique, un peu d'eau, et vous pouvez avoir un joli développement fongique. Bon, les règles de l'art à respecter, et puis, ça on y arrive, mais contrôler les débits et l'étanchéité des réseaux aéroliques. Et pour la partie
émissions de COV, on parlait des produits, donc une fois qu'on a prescrit, vous avez vu que la prescription, finalement, on y arrive, on a tous les outils, mais encore faut-il vérifier que les produits qu'on a intégrés dans le CCTP, qu'on a demandé, ce soit bien ceux-là qu'on mette sur le chantier. C'est bien d'avoir choisi plein de produits respectueux de la qualité de l'air, mais si la démarche elle va pas jusqu'au bout, si on fait une mesure à la réception du bâtiment et que le chantier il a été nettoyé avec des produits, on va dire, efficaces mais émissifs, vous mesurez les produits d'entretien. Donc c'est dommage parce qu'en fait vous n'avez pas le vrai résultat du travail qui a été fait pendant toute la démarche. Et de plus en plus, donc on en a parlé avec les ERP, de plus en plus se démocratise quand même la mesure de qualité de l'air à réception. Alors, elle se démocratise, oui, dans du bâtiment de logement collectif. La mesure, il faut quand même être réaliste, ça coûte cher. Ça coûte cher, pourquoi ? Ça coûte cher parce qu'il faut passer par un laboratoire pour de la mesure, on va dire, dite officielle. Et donc, forcément, vous passez par un laboratoire, donc il faut aller poser, ça dure un certain nombre de jours, il faut aller déposer, ça part au labo, il analyse. Donc, voilà, la campagne monte vite. Vous avez une fourchette pour les mesures Ils estimaient, en gros, une campagne dans les écoles, sur une école classique, on estime que c'est entre 2 000 et 3 000 euros de façon individuelle. Plus une grosse collectivité, elle peut un peu négocier ses tarifs. Et ça, il faut le faire en été et en hiver. Donc vous voyez que les coûts montent très vite. Bon, ça, je vous avais mis cette diapo, mais avec l'ADEME, on a développé les ateliers Airbat. En fait, comme on n'arrivait pas à faire venir les entreprises en formation avec nous, on est venu à elles avec des systèmes, avec 3 vidéos pédagogiques sur la qualité de l'air, donc sur le renouvellement d'air, sur l'humidité et sur les émissions de COV. Et en fait, sur tous les projets qu'on suit aujourd'hui, on va faire ces vidéos en réunion de chantier à différents moments et on sensibilise à la qualité de l'air. Et du coup, pour finir, notre schéma, on est sur la mesure à réception. Donc rapidement, je vous ai dit 2 types de mesures. Donc vous avez tout ce qui est, on va dire, mesures qu'on pourrait retrouver dans les ERP, en fait, où vous avez un trépied avec différents appareils, une mesure de CO2. Et alors, j'ai oublié, je ne sais pas où j'ai mis mon radilo, mais bon, j'ai le support. Pour vous donner la taille, en fait, la mesure officielle, elle se fait avec ça. Alors, normalement, il y a un petit tube au bout, mais qui est gros comme ça. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est léger, c'est maniable, pas d'électricité. Et en fait, on a un corps imprégné d'un réactif qui va chercher les polluants. On le met à travers un corps diffusif, on visse et la mesure est partie. Et ça, par exemple, dans les campagnes écoles, on pose ça du lundi au vendredi, donc entre 5 et 7 jours en fonction des projets. Dans du logement, souvent, on inclut le week-end. Après, on enlève, donc on le fait pendre, on le met à des trépieds, peu importe. On ne le met pas juste à côté du mur, parce que l'idée, c'est de mesurer l'air représentatif de la pièce. Le tube à l'intérieur, on l'envoie au laboratoire et il nous donne les concentrations de polluants. Si vous voulez mesurer du formaldéhyde avec ça, plus l'analyse laboratoire, le point, c'est en gros 70 €. Et ensuite, quand on vous dit qu'il faut faire 4 points, ça, c'est que pour le formaldéhyde. Vous devez en faire un pour les autres COV. Ça fait 70 plus 80. En gros, vous arrivez à 150 et ça, vous multipliez. Donc, la campagne, forcément, ça monte très vite en coût. Mais c'est très intéressant en termes de résultats. Et à côté, vous avez... Donc ça, c'est plutôt ce qu'on fait à réception ou dans le cadre d'audit, parce que ça nous donne une concentration pour chaque polluant. À la différence de ce type de station, donc là, on est sur des stations de monitoring. En fait, ce sont des microcapteurs. C'est un signal électrique qui est converti à une concentration dans l'air. Et bon, on ne voit pas la notre ligne, mais l'avantage, c'est qu'en fait, ça vous donne l'évolution de la concentration. C'est pas de l'analyse sanitaire. Ça vous donne pas les concentrations de chaque polluant qu'on pourrait comparer. Ça vous permet plutôt de savoir comment fonctionne le bâtiment. Par exemple, vous avez un bâtiment de bureau ou une école. On va voir ça cet hiver. On va aller vers des économies d'énergie. Donc, on veut éteindre la ventilation la nuit. Pourquoi pas ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand les enfants et le personnel arrivent le matin, les concentrations soient revenues assez basses pour être respectueuses de la santé. Et avec du monitoring, on peut faire la programmation horaire, on regarde, on suit, et on regarde si quand la ventilation elle se met en route à 6 heures, si c'est suffisant pour qu'à 7 heures, les concentrations soient redescendues. Donc c'est vraiment 2 approches différentes. En gros, le monitoring, vous le trouvez un peu ça se développe énormément. Il faut faire attention à l'étalonnage. Si vous avez des stations qui peuvent être réétalonnées, c'est souvent un peu plus qualitatif que des stations non réétalonnables. Et donc pour finir, je vous ai mis quelques exemples de guides.
l'ADEME a fait un guide, l'OQAI a fait un guide, le ministère a un guide. Et ça, vous le trouvez sur notre site internet. C'est le guide Grand Air qu'on a fait dans le cadre du projet Via Qualité. C'est 20 fiches pratiques. Je choisis ma peinture, je choisis mon revêtement de sol, en mode vraiment, en essayant d'être assez concret. Et voilà, j'ai dépassé, mais j'étais pas très bien. Merci. Avec en tout cas, merci. Qu'on avait pris. Donc on va passer aux échanges. Si vous avez encore des questions, il y en a déjà eu pas mal, mais allez-y. Oui, moi je voulais revenir sur le radon. En fait, moi j'ai une maison de campagne et en fait dans une zone, enfin c'est en Saône-et-Loire, donc dans une zone où en fait en catégorie 3 en fait. Et donc moi j'avais un micro silver que j'avais sur Lyon là, et je suis allé là-bas et j'ai comparé par rapport à Lyon. Et là-bas, du coup, c'est 3 fois plus élevé qu'ici, en micro-silver. Et surtout quand je les mets, quand je l'approche près des matériaux, en fait. Tout ce qui est ameublement, tout ça. Là, ça bip. Enfin, si je mets un certain seuil, ça bip, quoi. Donc je me dis, est-ce que, je suppose, vous allez me répondre, mais que le radon, en fait, il doit s'imprégner dans les matériaux, et qu'ensuite, si on a une vieille maison de campagne, ça fait 10 ou 20 ans qu'elle est comme ça. Est-ce qu'on peut encore y habiter ? Alors, donc, merci et merci pour me permettre de répondre à la question. Alors, pour répondre d'abord à la question, le radon, il faut savoir que sa demi-vie, c'est 3,8 jours. Donc si dans une enveloppe, dans quelque chose de très étanche, on mettait que du radon, on parle de 1000 becquerels par mètre cube, ça veut dire que 3,8 jours après, il n'y en a plus que 500. On parle de demi-vie. Hein. Donc demi-vie, c'est la disparition de la moitié des atomes par la désintégration, puisque l'atome est instable. Par définition, il est radioactif. Et ce qui veut dire que s'il y avait 1000, au bout de 20 jours, il n'y a plus rien. Donc pour répondre à la question, non, ce n'est pas le problème. C'est pas la question. En fait, ça s'accumule pas dans des. Exactement. Alors, il s'avère que, et là, je suis en train de rechercher justement avec des partenaires suisses des cas d'études, mais que le radon aurait tendance à se concentrer dans les graisses. Donc on parle de produits alimentaires qui sont dans des caves, potentiellement chargés avec une grosse concentration en radon, et là ça pourrait être une problématique. On a des sources d'eau qui passent sur de la roche uranifère et qui peuvent être très très chargées en radon. Donc là on parle d'une dégasification et l'eau redevient potable avec un certain processus, hein, c'est des choses avérées et en marche. Donc voilà, par rapport à... Ouais. Sur les produits alimentaires, par exemple, je voulais ajouter par rapport, par exemple, dans une cave où il y a beaucoup de radon, s'il y a du stockage, genre produits alimentaires, pommes de terre, enfin tout ce qu'on veut, est-ce que là il y a un risque pour la santé ? Non, le risque n'est pas avéré. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation de l'OMS par rapport aux produits. Il est par inhalation. Il est par inhalation, et puis on a vu dans certains cas très précis, notamment de sauna sec dans des pays de l'Est, avec des gaz, des remontées très chargées en radon, ça avait fait des problèmes de radioactivité. Vos meubles, ils ne sont pas en granit ? Parce que ça pourrait... Mais voilà. Si vos meubles, s'ils étaient en granit, par exemple, parce que c'est vrai qu'en Bretagne, on a beaucoup parlé de radon, qu'ils ont aussi des constructions en granit. En fait, la radioactivité, est-ce que c'est du radon qui mesure en termes de radioactivité ? Parce que, en fait, la radioactivité, dès que vous avez un matériau issu de l'écorce terrestre, vous avez une radioactivité. En fait, il faut savoir que le radon se mesure en becquerel par mètre cube et rien d'autre. En fait. Ouais, je pense donc, que ça, c'est important à retenir. Il faut prendre c'est le bon pas la matériel. même radioactivité. D'accord, merci. Merci. Ah, c'est quand même moi. Ok. Moi, j'avais une question sur les filtres. Oui, voilà, je change. J'ai trop parlé de radon.
J'ai été ingénieur CVC pas mal de temps. Je voudrais savoir ce que vous recommandiez comme filtration sur une double flux ou une simple flux en insufflation, enfin tout ce qui est filtration de l'air neuf. En termes de niveau ? Oui, sachant que notamment les normes ont changé on est en récemment. IPM. Ouais. Et du coup, la plupart des gens sont perdus. Même nous, en ingénieur CVC, on ne sait pas trop comment j'ai pas mon PC. se repérer là-dessus. Alors, il y a une norme. Je parle en même temps, je vais chercher. En fait, il y a un tableau, on sert d'une norme européenne, et en fait, qui donne. C'est un tableau en 3 étapes, enfin, c'est une méthodologie en 3 étapes avec cette norme. La première, c'est de caractériser l'air extérieur, donc il sert des seuils de l'OMS, donc en fonction de la pollution que vous avez à l'extérieur, notamment en particules fines, il vous classe dans une rubrique, ODA 1, ODA 2, ODA 3. Ensuite, le deuxième tableau vous dit qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur. Donc là, il vous classe plutôt par typologie de bâtiment. Est-ce que vous êtes sur du public très sensible, donc vous êtes catégorie 1, ça doit être 1, je sais plus, sub 1, sub 2, sub 3. Est-ce que généralement on prend le 2, et en fait en fonction de l'air extérieur et de la qualité de l'air que vous voulez à l'intérieur, il y a un tableau avec les degrés de filtration en IPM. Et généralement on se sert de ça, et ensuite vous avez un petit astérix qui vous dit que en fonction des zones, il recommande un charbon actif. Et en fait, ça marche plutôt bien. Si vous avez d'autres questions, je vous cherche le tableau. Ouais, moi j'ai une autre question justement. Je suis assez étonné sur les filtres à charbon actif, pardon. Parce qu'en fait, moi, j'essaye de... Enfin, je ne l'ai jamais recommandé de mettre ça, sauf cas particulier, vraiment de produits chimiques très très spécifiques dans l'industrie ou des choses comme ça. Notamment pour la maintenance, parce que ces filtres normalement ne supportent pas un taux d'humidité élevé, et en général la durée de vie est beaucoup plus faible que pour un filtre standard. Ouais. Donc s'il n'est pas changé, c'est encore pire que des filtres classiques en fait. En fait, c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est une solution. On en parle parce que aujourd'hui, ça a été imposé dans certains bâtiments, et notamment pour la crèche sur Villeurbanne, c'est du filtre charbon actif qui a été demandé par la PMI, sur conseil de l'ASCA. Moi, j'ai lu il y a une thèse notamment qui a été faite à Nantes qui parle aussi de l'efficacité, parce qu'en fait, le charbon actif, il faut qu'il soit imprégné il n'est pas efficace sur chaque polluant de la même façon. Donc, les efficacités n'étaient pas très bonnes. Effectivement, ils parlent d'une saturation, parce que là, ça absorbe d'une saturation. Ils disent qu'il faudrait le changer tous les 2-3 mois. Il coûte plus cher. Alors, on construit. Alors, c'est vrai que nous, on intervient beaucoup dans les zones très polluées. C'est notre métier. Donc, on construit des bâtiments-ponts sur le périphérique parisien. On a notamment un là sur une partie du périph' qui accueille une résidence étudiante. Là, aujourd'hui, même si j'ai pas beaucoup de retours sur l'efficacité de cette filtration moléculaire, en fait, je vois pas comment faire autrement. Je me dis, on peut quand même tenter quelque chose. En soi, les concentrations, on est à 60, 70 de NO2. On voudrait être à 20 à l'intérieur. L'OMS a baissé à 10, donc on est quand même beaucoup au-dessus. Dans des zones où on est sur des concentrations, on va dire, un peu habituelles, là, je ne vais pas pousser parce qu'on n'a pas assez de retours, parce que déjà qu'on filtre. Et puis, je vais revenir sur mon sujet du début. L'impact sanitaire majeur, c'est les particules fines. Et d'abord, filtrons les particules fines, et ce sera déjà très... la théorie des petits pas, étape par étape, d'abord les particules fines, et puis on voit après, sauf dans des zones qui nous posent vraiment problème. Je ne sais pas ce qu'on pourrait comparer à Lyon. Oui. Ouais. Oui. On voit apparaître des matériaux. François Malot de la métropole de Lyon, pour me présenter en 2 mots. On voit apparaître des matériaux qui sont censés absorber les polluants. Placo-plâtre, je crois, pour ne pas les nommer. Donc ça, c'est une partie de la question. Et une autre partie, toujours avec un aspect donc, qui n'a pas été abordé, donc sur la façon de capter. Donc on a parlé de filtres, enfin une des mesures, mais moi je suis novice, mais il me semble qu'il y a des matériaux, il y a des moyens de capter les polluants. On parle également de plantes qui ont ce genre de qualité. On n'est pas sorti, on va pas les voir tout de suite.
Alors, si je vous fais une réponse rapide, ça marche en laboratoire. Et c'est très différent du site. Donc ces matériaux, on les appelle les matériaux dits actifs. Vous avez plusieurs types de matériaux actifs. Vous avez des matériaux qui fonctionnent avec des nanoparticules. Donc vous avez certaines peintures dépolluantes. En fait, c'est des particules qui, quand elles sont sur des tailles très très fines, acquièrent des propriétés, et notamment le dioxyde de titane ou les ions argent pour tout ce qui est antibactérien. On fait du carrelage antibactérien, on fait pas mal de choses. Donc ça, problématique nanoparticules. On va dire que nous, on évite au maximum. On n'a pas assez de retour sur l'impact sanitaire des nanoparticules. Et puis après, vous avez des matériaux actifs sans nanoparticules. Toutes les plaques de plâtre, effectivement, sont sans nanoparticules. Elles ont... Ce qui est compliqué, c'est que chaque industriel a sa technique. Donc, chez Kno, vous avez Clineo, c'était de la... je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était de la kératine. Donc, ça absorbe. Isovert, ça casse les chaînes entre deux atomes. Donc, c'est différent, ça dégrade. Donc, en fait, chacune a sa technique. Globalement, si je dois faire une conclusion, déjà, c'est actif, pas sur tous les polluants. C'est actif sur les aldéhydes. Et ça a notamment été fait pour la réglementation appelant les innovations. Ça a été fait notamment parce qu'on s'est concentré sur la problématique du formaldéhyde dans l'air intérieur. Le formaldéhyde, les produits ont été nettement améliorés. On a des concentrations de plus en plus faibles. Du coup, vu les concentrations qu'on a dans l'air intérieur, forcément, l'efficacité, elle n'est pas démontrée in situ parce qu'elles ne sont pas assez élevées pour être efficaces. En laboratoire, ils injectent une concentration, forcément, ça décroît. Après, la plaque de plâtre, naturellement, elle absorbe, elle est poreuse. Donc, elle a déjà une décroissance. La question, c'est combien de temps ça absorbe. Après, quid, c'est saturé, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces polluants. Donc, c'est pour ça qu'entre les adsorbants et ceux qui cassent, c'est différent. En tout cas, ça ne dégrade pas la qualité de l'air. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais déjà, ça ne dégrade pas. Et c'est déjà... Parce que dans toutes ces techniques, même les épurateurs, là en ce moment, on voit beaucoup d'épurateurs. Première question, c'est est-ce que ça dégrade ou pas? Il y a la question de de l'innocuité et de l'efficacité. C'est deux choses différentes. Ça peut être efficace, mais quand même produire des polluants secondaires. Donc l'idée, c'est d'avoir les deux. Et il y avait une troisième question. Ah, les plantes. Il y a une étude qui montre que oui, c'est efficace en laboratoire, mais ce qui est efficace, c'est les micro-organismes dans la terre. Donc tout ce qui est mur dépolluant, il faut que l'air passe à travers ce substrat. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour être réellement efficace, il en faudrait une tous les mètres carrés. C'est pas réalisable. Donc la plante, oui, parce que d'un point de vue... La santé, c'est pas que l'air et c'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé psychique. Donc on a besoin du végétal pour cette santé psychique, donc c'est très bien. Mais attention, le végétal, déjà, c'est efficace que sur les hydrocarbures, c'est pas efficace sur le formaldéhyde. C'est que certaines essences. Et trop de plantes, vous savez, la petite couche blanche sur les plantes, c'est des moisissures. Donc les plantes, ça nécessite aussi de l'entretien. Donc c'est bien d'en avoir un peu, ou beaucoup comme vous voulez, mais en tout cas pas pour une raison de dépollution. Merci beaucoup. Monsieur Antoine va faire une petite aparté pour une future conférence. Oui, merci. Donc ça traite, comme vous l'avez compris, ça traite du radon. Il se trouve que le 7 novembre, c'est la journée européenne du radon. Et que voilà, donc je fais partie de l'association européenne du radon qui s'appelle ERA. On en a discuté la semaine dernière en AG, comme quoi c'était important de faire parler du radon. Donc le 7 novembre prochain, il y aura sous un format 5 à 7, un 5 à 7 du radon. Voilà. Et ça va se trouver à Lyon 9, dans les locaux de la CAPEB, la salle Lumière. Donc pardon, c'est un petit peu court en timing de préparation, donc j'ai encore pas de présentation de flyer, d'invitation, tout ça, mais ça va venir. Je ferai passer par le réseau 5 à 7. Voilà. Et puis je serai très heureux de vous y retrouver si vous êtes disponible. Merci. Merci. Nous, notre prochain 5 à 7 aura lieu donc le 1er décembre, si je ne dis pas de bêtises, à la CAPEB, et portera sur la formation dans la filière bâtiment, et plus particulièrement la formation sur l'éco-construction. Voilà. Je vous remercie tous. Un buffet est organisé, ça sera à gauche en sortant de la salle.